En nous enfonçant dans l'univers, nous devons affronter la réalité du voyage interstellaire. Nous devons nous projeter bien au-delà de notre propre existence. Nous ne devons pas penser en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention, ou pas, des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à la station Cooper. Aujourd'hui, on parle de Interstellar, sorti en 2014 et réalisé par Christopher Nolan, avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Ellen Burstyn, Jessica Chastain, Bill Irwin et Michael Caine. Je suis Mathieu, celui que si vous ne demandez pas d'arrêter, il va facilement sauter par-dessus une falaise. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on parle d'un film que ça fait longtemps que j'ai écouté, là, mais il fallait que je me trouve une excuse là, pour écouter ce film-là. C'est pas un film qui a été demandé à un donateur, mais parce que souvent, comme par coïncidence, souvent c'est des films là, qui sont demandés. Parce que normalement, je fais pas mal des rétrospectives de séries de films, là, mais comme que j'ai déjà laissé savoir une couple de fois au podcast, là, j'essaie de forcer un petit peu plus des films solo, tout simplement, là, puis celui-là, ben, c'est un film là, qui c'est moi qui a donné au podcast pour faire ce film-là aujourd'hui. Mais si, mettons, là, juste pour carrément tasser ça, il reste un mois, dans le fond, pour vous là, de faire un don au podcast de soit 10$ pour avoir accès à la rétrospective là, de Retour vers le futur ou pour un don de 10$ ou si maintenant vous voulez aller plus grand, là, donner 25$ au podcast. Vous avez la rétrospective de Retour vers le futur ainsi qu'un choix là, de 3 films que je vais très heureusement couvrir pour vous. Selon votre choix de film, tant qu'il n'est pas franchisé, à moins que vous décidez de faire une trilogie tout court, ou sinon, de trouver 3 films non franchisés et accessibles, bien sûr, là, soit que je l'aide dans ma discographie, en tout cas dans mes films, là, et sinon, qu'ils soient accessibles sur un Netflix ou un Amazon Prime, quelque chose de même. En tout cas, tant que j'ai accès là, légalement là, aux films. Fait que tout ça se termine à la fin du mois, le 31 décembre là, de 2024. Là. Fait que juste à rentrer avec moi là, en communication, soit par premiervisionnement@gmail.com ou sinon sur Facebook, là, sur mon profil de Premier Visionnement Pod, qui est dans le fond, là, en tout cas pour l'instant, à cause que la page Facebook, tout ça, là, ça n'existe pas. Là, en tout cas, je sais pas si je vais réactiver ça à quelque part, là, à m'inventer une nouvelle, n'importe quoi. Là. En tout cas, je sais pas ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Là, fait que le film d'aujourd'hui, est-ce que je vais essayer de faire un podcast qui est pas trop long en tant que tel. Là, je vais essayer de condenser des idées. Je vais peut-être passer un peu. Là, je sais que normalement, là, je vais pas mal en détail. Non, j'essaie de quand même de peaufiner un peu des idées, là, mais je vais essayer là, de faire ça en dedans de 2 heures en masse. Mais c'est ça ce que ça sera à la toute fin. Là, je m'excuse de tout ça. Le film, dans le fond, c'était une idée. Là, on a l'astronome ou physicien, pas physicien, là, mais en tout cas, quelqu'un là, qui s'occupe là, de toute l'astrologie, là, en tout cas, le mathématicien, là, Kip Thorne, que lui, il a comme sa théorie là, de la relativité et tout ça. Puis en tout cas, dans le fond, là, lui, là, il avait travaillé là, sur le film Le Contact avec Matthew McConaughey, là, comme par coïncidence. Je pense que c'est le film de 97, là, mais dans le fond, là, c'était une théorie là, de relativité qu'il y avait.
Puis dans le fond, ben, il a commencé à travailler sur une idée pour un autre film avec Linda Obst, que dans le fond, on devait avoir Steven Spielberg là, qui allait être le réalisateur du film. Éventuellement, Spielberg a dû débarquer parce que là, lui, il était, je pense, à la Warner, puis finalement, ben, il a déménagé à Disney, fait que ce film-là, comme tombé entre les deux chaises. Puis ben, dans le fond, il ne pouvait plus comme s'en occuper parce que ce script-là était développé par Warner. Fait que il fallait trouver quelqu'un. Et comme par hasard, ben, on a le frère là, de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, que lui, c'est un écrivain. Puis qui avait été demandé par Steven Spielberg là, de commencer à écrire le script, tout ça. Fait que éventuellement, ben, quand la chaise était vacante là, pour le réalisateur, ben, il a dit tiens donc, mon frère Christopher prendrait la chaise. Christopher, lui, pendant ce temps-là, ben, il était en train d'écrire aussi un autre script, travailler sur quelque chose d'autre. Puis là, ben, après avoir vu le script, puis après toutes les ententes, ben, il va avoir comme un peu pris son script de ce qu'il travaillait dessus. En plus là, de rajouter qu'est-ce que son frère aussi est en train de travailler dessus. Essentiellement, ce que je peux comprendre, son frère avait la section là, pour qu'est-ce qui se passe sur Terre avec tout le désastre de la... où est-ce qu'on, peut-être qu'on s'en va ou pas, que dans le fond, avec la famine, tout ça. Puis lui, dans le fond, c'était plus le côté là, de partir en espace. Fait que, dans le fond, ils ont fusionné ça ensemble, puis ils ont fait le film là, qu'on va parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'affaires là, qui est arrivé là-dessus, bien sûr. Nolan, lui, Jonathan, lui, comme a visité là, la NASA, puis dans le fond, comme influence, est arrivé, puis il dit, bon, tu sais, c'est avec la planète qu'on a, puis comme la recherche spatiale, ben ça serait... mais tu sais, il voyait qu'il n'y avait pas d'argent qui est envoyé, là, dans le fond, pour la recherche spatiale, fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu une idée en arrière du film. Bien sûr, dans tout ça, tout était secret sur le film. Il y a beaucoup d'affaires là, qu'on ne connaissait pas sur le film. Là. Il y a le film, là, quand il est en production, il y avait le nom de Flora's Memories, quelque chose de même, là, en tout cas, qui est le nom de la fille de Christopher Nolan. Là. Dans le fond, c'est ça. Tous les films ont tout le temps un autre nom pour être dessus, pour comme un peu cacher qui filme... quel film qui est filmé quelque part pour éviter là, dans le fond là, des leaks là, sur les films. Fait que la fille à Christopher Nolan, elle apparaît justement là, dans le film un peu plus loin. Là, je vais en parler tantôt. Mais là-dedans, là, il va y avoir beaucoup d'influence là, pour Christopher Nolan. On va parler même de Star Wars. On va parler là, de Metropolis de 1927, je crois. 2001, l'Odyssée de l'espace. Alien, le 8e passager. Toutes sortes d'affaires. Là. En tant que tel, là, on va parler là, de beaucoup d'affaires aujourd'hui là, qui va avoir construit le film là, en tant que tel, là, qui va peut-être être, pour la génération d'aujourd'hui, être le nouveau, le 2001 là, de l'Odyssée de l'espace. Alors, le synopsis va comme suit. Interstellar, réalisé par Christopher Nolan, se déroule dans un futur proche où la Terre est en déclin en raison de famine et de tempêtes de poussière. Cooper, un ancien pilote de la NASA, est recruté pour une mission spatiale visée à trouver une nouvelle planète habitable pour l'humanité. Avec une équipe de scientifiques, il emprunte un trou noir près de Saturne, espérant découvrir des mondes potentiels viables. Alors qu'il explore des planètes lointaines, Cooper fait face à des dilemmes émotionnels liés à sa famille, notamment sa fille Murphy, qui lutte pour sa survie sur Terre. Fait que là-dedans, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs idées, là. Il y a beaucoup de métaphores là-dedans, là. Mais on y va avec comme un peu un commentaire aussi là, sur la société, où on va voir comme la société, comment elle évolue.
au moment là, de 2014, puis que c'est encore... Je sais pas si c'est encore plus vrai aujourd'hui, avec comme l'élection Trump, des affaires de même, peut-être des choses vont changer un peu, là. Mais, en tout cas, sans embarquer de politique là-dedans, là, je veux juste mettre ça clair. Il y a le côté où ce qu'on veut réécrire le passé ou des choses qui se sont pas produites parce qu'ils sont peut-être pas politiquement corrects, fait qu'on va comme tout réécrire ça, qui va peut-être amener à une population qui pense juste un peu trop avec des visières, mettons, là. Bien sûr, on va aller avec je pense que c'est comme la grosse affaire là, sur le film, là, la théorie là, de la relativité, là, le temps, l'espace, qu'on va parler beaucoup de ça. Je suis même pas sûr moi-même de tout l'avoir compris à 100%, mais bon, on y va avec quand même, là, tu sais, en tout cas, c'est quand même assez touché là, d'un autre côté, là, cette affaire-là, là, mais tu sais, je pense être à peu près là, à l'aise, là, à peu près 85% là, de toute la relativité, de comment elle fonctionne, mais pas à 100%, mettons, là, elle est quand même assez complexe. Sinon, on a le côté que je trouve quand même assez intéressant, là, comme le fantôme, dans le fond, là, toute cette idée de fantôme-là, où ce que c'est comme le fantôme de nos parents, où ce que je parle d'une générale, là. Pas tout le monde, là, bien sûr, où ce que les parents sont là pour guider les enfants, puis qu'en bout de ligne, ils n'existent plus, puis c'est tout un côté là, générationnel, puis c'est ça, dans le fond, c'est un peu ça que McConaughey essaie de faire, à quelque part, juste pour guider soit son enfant, ou peut-être là, pour l'humanité, là, tout simplement, là, puis... Bien sûr, là-dedans, c'est ça, c'est sa motivation. Puis c'est tout de trouver des motivations pour plusieurs personnages de pourquoi continuer, pourquoi que, on peut être sur le bord de mourir ou quelque chose de même. Et que finalement, ou de peut-être plus continuer, là, juste d'abandonner ou n'importe quoi, puis pourquoi qu'on continue des affaires de même. Fait qu'on va jouer beaucoup avec ça là, pour plusieurs personnages, là, que ce soit le personnage là, de Cooper, ou même là, le personnage là, qui va apparaître là, à la toute fin du film, là, le personnage là, joué par Matt Damon, là, le personnage de Man. Alors, le film, c'est assez ironique là, d'un autre côté, que je pense pas l'avoir vu au cinéma à l'époque. Là. Honnêtement, je m'en rappelle pas. C'est pas si loin que ça. Je sais pas. Je pense pas l'avoir vu au cinéma. Je sais qu'au moins, quand il est arrivé en Blu-ray à la maison, je me le suis procuré. Je pense que c'était ça pour finalement réussir à le voir. Ironiquement, autant que j'aimerais ça le voir en IMAX aujourd'hui, là, en voyant toute la splendeur du film. Même avec ma copie Blu-ray, il donne comme un échantillon là, du film IMAX, là, juste un frame. Là. Fait que c'est juste quand même le fun de savoir ça, mais en tant que tel, qu'est-ce que je donnerais pour voir ce film-là en IMAX? Je pense que j'ai manqué quelque chose. Je sais pas exactement qu'est-ce qui se passait, pourquoi je ne suis pas allé. Là. C'est probablement la surcharge de travail à l'époque, là, j'imagine, mais sinon, je trouve que j'ai manqué quelque chose. En tout cas, visuellement, ça veut pas dire que j'endosse le film ou pas. En tout cas, prenez ça pour un avertissement, mais en tout cas, on va en parler du film juste pour la prochaine heure et demie, mettons. Puis juste une petite note de même, si vous êtes sur YouTube, vous voyez que j'ai un gant dans la main, c'est juste parce que je me suis brûlé une main là, la semaine passée là, avec une tour de pizza, puis c'est juste que ma main est en mauvais état en ce moment, fait que si vous voyez là, qu'il y a quelque chose de bizarre, là, c'est pas parce que je suis un fan de Michael Jackson, c'est juste parce que c'est ça. La main est très mal en point, là, puis c'est une manière de pas mal un peu régler des problèmes en mettant un gant. Fait que le film ouvre avec pas un générique d'ouverture. Là, on a au tout début, là, on a une couple de personnes là, qui font des interviews. Ça vient d'un autre film, dans le fond. Un film qui est sorti en 2012, 2 années avant, qui s'appelle
en tant que tel, là, bon, je sais pas le nom, je tombe pas dessus, là, mais le Dust Bowl, excusez, 2012, c'est un documentaire, dans le fond, sur les événements qui s'étaient produits là, dans les années 30, où ce qu'on avait eu là, des tempêtes de sable, puis qui avaient bouleversé les États-Unis puis le Canada. Fait qu'ils ont pris un peu des éléments des témoignages là, de des survivants là, qui étaient encore vivants là, en 2012. Puis dans le fond, ils ont collé ça au film pour en rajouter, là, dans le fond, un peu un côté authentique sur le film. Puis, tu sais, le côté là, de dystopien, là, je sais pas si c'est exactement un mot en français, là, dans le fond, dans tout l'univers qu'on est. Tu sais, on est dans un temps qui, peut-être là, quelque chose comme dans une 50 années dans le futur, où ce qu'on a abandonné carrément le réseau cellulaire. Mais qu'on est revenu un peu à la bonne vieille méthode, pas mal analogue peut-être, là. Et, ben, tu sais, les camions n'ont pas changé. C'est comme. Ils prennent comme un peu de tout. Là. C'est comme. Moi, je vois ça plus comme un. Je sais pas, un univers alternatif, une terre alternative qui est peut-être présente dans le fond, mais tu sais, où est-ce qu'on n'est pas allé là, vers le côté là, cellulaire. On est allé plus garder. Là, tu sais, au pire, on est 5 ans avant dans un univers alternatif. Là, parce que le cellulaire il est peut-être là, mais pas aussi présent qu'il est dans le temps d'aujourd'hui. Là, parce que c'est vraiment tout. Là. Dans le temps du BlackBerry, mettons. On peut peut-être mettre ça de même. On est introduit au personnage là, de Cooper, qui est joué là, par Matthew McConaughey. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de Matthew McConaughey au podcast. Probablement pas la dernière fois qu'on va en parler. Je pense qu'on va en parler là, prochainement. Là, éventuellement, là, on va parler là, de Texas Chainsaw Massacre. Bon, c'est peut-être pas le rôle le plus glorieux qu'il peut avoir, mais on va peut-être parler de ça éventuellement. Là-dedans, lui, ce personnage-là, lui, c'est ça, il est un petit peu... c'est un pilote, c'est un astronaute plutôt. Puis lui, il a sa ferme, tu sais... Le personnage, là, c'est ça. Dans le fond, là, il est en train de juste élever ses enfants puis essayer de faire ce qu'il peut, là, dans le fond. Mais toujours un peu avec un regard dans l'espace, tout ça. Parce que dans le fond, c'est ça qui le fascine. Là, mais là, le temps a passé. Puis, dans le fond, là, il doit juste s'occuper là, de sa ferme avec ses enfants. Il y a ses 2 enfants, dans le fond, le Tom et Murph, qui vont l'aider sur sa ferme. Tom qui est joué là, par Timothy, je ne me rappelle pas son nom de famille, là, qui va jouer dans Dune. C'est juste drôle que j'en ai parlé il y a quelques semaines là, quand on a parlé là, de Shutter Island, puis qui aurait pu prendre le rôle à Leonardo DiCaprio. Mais là, finalement, on en parle aujourd'hui. Pas un gros rôle, c'est ça un petit peu, je sais pas, tu sais, je suis en train de regarder un petit peu pourquoi qu'on a mis 2, tu sais, peut-être pour faire l'homme typique avec, tu sais, dans le fond, il y a son beau-père qui est avec lui, il y a ses 2 enfants qui essaient là, d'élever sa famille, puis tu sais, essayer de survivre là, dans le monde, surtout que le monde est tout en train là, de s'écrouler. Et j'étais là un petit peu pourquoi aussi, c'est quoi le rôle de son garçon en bout de ligne. Ben tu sais, si on regarde, je pense, tout le film au complet, ben je pense que c'est pour une question là, de pouvoir garder un peu la maison intacte puis qu'elle soit accessible à la toute fin du film. Je pense que c'est pas mal pour ça qu'on a créé ce personnage-là, parce qu'en bout de ligne, là, il sert à pas mal pas à grand-chose. C'est plus la relation que Cooper a avec sa fille, avec Murph, qui est jouée là, par 2 actrices, 3 actrices dans le fond. On a Ellen Burstyn qui commence le film et ferme le film. Dans le fond, là, c'est elle qui fait les bookends, là, dans le fond, pour le film. Et au début, on ne sait pas que c'est elle, mais honnêtement, je pense que le plus important, là, c'est la version au début du film, là, quand elle est enfant, là, jouée là, par Fox White. Je me rappelle plus trop son nom non plus. J'ai pas noté les noms, désolé. Puis j'essaie d'avancer tout simplement. J'ai pris tellement de notes là, pour le film, là, puis juste pas le nom là, de tous les acteurs. Là, elle va devenir là, Jessica Chastain un peu plus loin, mais je pense que dans la première mouture, c'est quand elle est enfant, c'est là qu'elle est le plus, qu'elle a le plus de personnages.
personnage. À quelque part, c'est là on a comme été un peu déconnecté, un peu plus loin, là, quand elle va devenir le Jessica Chastain. Je vais en parler un peu plus loin, mais au tout début, ben, c'est ça. On comprend le personnage, comment elle a comme un lien avec son père, elle est vraiment proche, mais en tant que tel, elle est un peu rebelle, ou elle est vraiment décidée là, dans ses idées. Que elle, elle veut peut-être, elle a un peu les intérêts de son père. Peut-être que Tom, de son côté, le garçon, lui, il est prêt à plus continuer la ferme, puis comment que ça va marcher. Mais c'est comme un peu les deux côtés de Cooper, que lui, dans le fond, c'est son côté astronaute, puis son côté de ferme, puis chacun a la partie là, de Cooper, là, dans le fond, en héritage. Là-dedans, ben c'est ça. On a les idées où ce que Murph, elle arrive à l'école, puis que c'est comme ça. Puis là, ben, les professeurs, eux autres, reprennent les livres, puis ils disent, bon, on a remplacé les livres par des livres qui sont corrects. Dans le fond, c'est vraiment un message là, de politiquement correct là, qu'on a eu, là, qui a commencé pas mal un peu là, dans ces années-là, puis là, que dans le fond, on est rendu où ce qu'on est rendu. Là-dedans, ben c'est ça. Il se ramasse. Tout ça, c'est filmé en Alberta. Je juste en noter des choses de même. C'est un peu filmé un peu partout. Là. Il se ramassait en Islande un peu plus loin. On va en reparler. Puis, ce qui est juste ironique là-dedans, c'est qu'il se ramasse à l'école en Alberta là, qui s'appelle Longview. Cette école secondaire-là. Puis, Matthew McConaughey a gradué là, de l'école secondaire qui s'appelle Longview High School, quelque chose de même. Et c'est juste que lui, c'était au Texas. Mais tu sais, c'est comme le même nom. Là. C'est vraiment juste un hasard, mais c'est drôle pareil. Fait que Murph, elle parle tout le temps d'un fantôme qu'elle a dans la maison. Puis, tu sais, dans le fond, il y a une bibliothèque. Dans la bibliothèque, tu sais, on voit plusieurs livres là, qui existent, comme The Stand de Stephen King. Qui, tu sais, quand on regarde ça, Stephen King, l'histoire de The Stand, c'est comme la fin de l'humanité, avec tu sais, savoir qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire tout ça. T'sais, on peut voir un peu là, qu'il y a quelque chose dans le film aujourd'hui, un peu de tout ça, comme la fin de l'humanité, puis qu'est-ce qu'on fait, on va repartir peut-être sur une nouvelle planète là, pour pouvoir continuer comme espèce. Sinon, il y a le livre là, de Outlander là, par Diana Gabaldon, qui est une fille qui retourne dans le temps, puis que dans le fond, elle vit une aventure à 2 temps, dans le fond. Puis, en tout cas, on peut parler de ça un peu aujourd'hui. Il y a une série télé là-dessus là, que j'ai commencé à écouter. Là, dans le fond, c'est ma blonde qui me force un peu. Ben, pas force, là, c'est quand même. Ça, si, mettons, j'aimerais vraiment pas ça, j'écouterais plus. Là. Mais on est rendu à la 2e saison. Là, on est en train de la terminer tranquillement. Sinon, il y a le livre là, de David Robrowski qui... je n'ai pas noté son nom. Là, ce livre-là ne me dit absolument rien. Là, mais que lui, dans le fond, il y a un personnage qui a une ferme, puis qu'il y a comme un genre de mystère à résoudre pendant l'histoire, puis que dans le fond, il est aidé là, par le fantôme de son père. Fait que, tu sais, toutes des petites affaires, là, dans le fond, tu sais, il y a beaucoup de détails qui ont été choisis minutieusement pour apporter là, l'histoire dans le film. Là. Puis je sais qu'il y a d'autres livres là, aussi qui sont démontrés. Là, à quelque part, là, je peux pas juste prendre mes recherches là, pour des livres, là, mais il y a beaucoup d'affaires là, que tout en collant tout ça ensemble. Là. Là-dedans, ben c'est ça. Ils nous mettent tout en place, là, dans le fond, là, que tout va mal en bout de ligne. Là, s'il y a de la famine partout, puis dans le fond, eux autres, ils poussent du blé. Puis, c'est comme un peu drôle à la fin parce que le personnage de Murph, elle va brûler tout le champ de blé. Puis, je veux dire, tu veux pour la survie de l'humanité, mais tu vas brûler le champ. Là, c'est dans le fond, je sais c'est une distraction, mais c'est une distraction qui est un peu, juste pour une théorie que peut-être que oui, peut-être que pas. En tout cas, on va revenir à la fin là, tantôt. Mais là-dedans, la musique là, de Hans Zimmer qui fait une trame sonore, là, je l'ai écouté là, à l'époque, je l'ai écouté quelques fois, je veux dire, je l'aimais beaucoup. Mais tu sais, des fois, je suis reparti sur d'autres choses. Tu sais, sur Spotify, on se met des setlists. Je me suis mis quelques tunes de cette trame sonore-là. Tu sais, souvent, je parle d'Hans Zimmer, puis sa trame sonore là, de Man of Steel, qui avait fait juste un peu avant, là, dans le fond, là, en 2013.
Puis souvent que je considère que c'est sa meilleure trame sonore, puis c'est une trame sonore que j'ai écoutée beaucoup, beaucoup, là. Mais je me suis replongé complètement, pas juste avec des extraits, mais réécouter la trame sonore là, du film d'aujourd'hui. Puis je suis pas sûr, ça me met vraiment en doute là, si, mettons, c'est pas vraiment sa trame sonore là, dans le film aujourd'hui. Là. C'est sûr que j'ai comme peut-être un petit côté genre nostalgique pour Man of Steel, mais cette trame sonore-là là, du film aujourd'hui. La trame sonore que j'ai, c'est la trame sonore un disque, mais sur Spotify, là, il y a la version 2 disques là, que je savais même pas qu'il existait, là, à part que j'ai commencé à faire là, les recherches là, pour le film aujourd'hui, qui est beaucoup prolongé. Puis que je regrette de ne pas pouvoir acheter à l'époque, là, mais au moins elle se trouve sur Spotify. Puis honnêtement, là, sa trame sonore là, est vraiment remarquable. Ça a l'air que Christopher Nolan a demandé à Hans Zimmer. Dans le fond, il n'a pas vraiment expliqué c'était quoi le film. Il a dit bon, ben, c'est l'histoire là, d'un garçon d'un homme qui s'en va travailler là, puis qui laisse sa famille en arrière, dans le fond, là, pour accomplir quelque chose. Fait que, dans le fond, c'était juste cette idée-là qui est partie. Là. Il y a probablement eu des ajustements là, au courant là, du tournage, des affaires de même. Mais c'est ça. En tout cas, je veux dire, c'est sûr que quand on écoute le film, on dirait que des fois, la trame sonore elle donne un mix de 1980, parce que des fois, la trame sonore, elle embarque par-dessus pas mal toute l'action. Contrairement à beaucoup de films qui, depuis... quasiment au moins 10 ans avant ça, où ce que la musique était vraiment reculée à l'arrière, puis on entendait plus là, les effets sonores du film, puis c'est rare qu'on met l'emphase, où ce que, dans le fond, où ce que la musique a pas mal changé, où ce qui est devenu plus un côté là, ambiant, puis pas de mélodie, tout ça. Mais c'est ça, on change tout ça de bord là, dans le film aujourd'hui, qui donne vraiment un ton différent, puis c'est ça, ça frappe aussi. En écoutant le film, là, c'est toute l'atmosphère, le ton, c'est ça que ça donne. Puis en plus, il faut rajouter ça au visuel, le cinématographe, là, Hoyt Van Hoytala, excusez, je l'ai déformé, là, mais c'est pas la première fois que j'en parle là, de ce photographe. Lui, il avait fait la photographie là, pour Spectre, qui va finalement avoir un Oscar, là, je pense que c'est pour Oppenheimer là, l'année passée. C'est ça, je n'ai parlé quand j'ai couvert Spectre, là, mais en tant que tel, le visuel de ce film-là, il est remarquable. Je peux pas dire que c'est mettons, je compare à Spectre, c'est peut-être pas le photographe là, que j'ai parlé dans le fond là, pour quand j'ai parlé là, il y a 2 semaines là, de Prisoners là, de Roger, je m'en rappelle plus son nom là, mais en tant que tel là, c'est quand même un très bon visuel là. Il y a beaucoup tout côté Roger Deakins, excusez, je vais retrouver les notes là, Roger Deakins mais on est quand même pas loin. Là, c'est peut-être qu'aussi il va avoir son Oscar pas loin de 10 ans plus tard. Là, fait que peut-être juste le temps. Là, il faudrait que je réécoute Oppenheimer pour le côté visuel. Sinon, il va avoir fait là, des films là, comme je pense que l'année précédente il avait fait là, Elle avec Joaquin Phoenix. Puis il y a d'autres films aussi là, comme Ad Astra que j'ai pas vu, mais j'aimerais ça le voir dans le fond. Là, c'est un film là, que faut que je mette là, dans mon watch list éventuellement. Mais c'est ça. Le côté visuel de ce film-là est remarquable. Juste pour être quand même assez constant là, dans mes choses, il est juste peut-être pas le top, mais le visuel est quand même remarquable. Je veux dire, dans le fond, c'est un apprentissage aussi. Puis Hoyt Van Hoytala, excusez, j'ai de la misère à le dire, j'ai mal écrit aussi. Là. Honnêtement, je trouve que pour le visuel, là, il sait comment prendre ses prises de vue pareil. Là. C'est pas du Morse, Murphy, c'est du binaire. Large, c'est 1 et 3, c'est 0. Tes coordonnées. Donc, non. Voilà. 33. C'est ça.
Grand-père sera de retour dans quelques heures, Murphy. Mais tu sais même pas ce que tu vas trouver. C'est bien pour ça que je dois te laisser ici. Alors, notre histoire enclenche à peu près à 20 minutes du film, là, où on a une partie de baseball, où on a le beau-père là, de Cooper, puis toute la famille ils sont là en train de regarder un match de baseball là, qui est comme un peu, je pense que c'est un clin d'œil à John Lithgow qui fait le beau-père, là, que lui il a déjà joué là, dans 2010, là, la suite à 2001. Là. Puis que dans le fond, il parlait de hot dog dans ce film-là. Ça fait longtemps que j'ai vu 2010. Puis dans son personnage, il dit que quand on écoute une partie de baseball, ben on aime il faut manger des hot dogs. Puis c'est pour ça qu'il va parler de popcorn. Là, en tout cas. Puis qu'il ne se mange pas du popcorn. Là, puis il faut des hot dogs. Là, en tout cas, clin d'œil. Sinon, ben c'est ça, il voit une tempête arriver à l'horizon. Puis dans le fond, c'est pas mal pour tout enclencher. Dans le début, puis dans tout ça, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On a comme la famille là, de Cooper ont réussi à récupérer un drone parce que lui, il volait très haut. Je pense qu'il était en atmosphère, mais évidemment, il est descendu là, plus bas, puis ils ont réussi à le capturer. Puis quand il arrive à la maison, il y a comme tout là, des genres de tracteurs. Auto-guidés, je sais pas trop quoi, là, qui évidemment, qui sont tous débalancés. Fait que, tu sais, on sait que tout le côté atmosphérique va mal. Il y a quelque chose là, qui marche pas. Fait que, avec la tempête de sable, puis tout ça, ça fait comme tout envoyer plein de sable dans la maison, puis que, tu sais, il y a Murph qui parlait qu'il y a un fantôme là, qui est dans la maison. Fait que là, finalement, McConaughey là, qui arrive là, dans la salle où il y a une bibliothèque, que finalement, c'est pas un fantôme, puis que dans le fond, c'est la gravité qui fait qu'il y a comme des massages ou n'importe quoi là, qui bouge. Là, dans le fond, là, c'est pas un fantôme. Puis dans tout ça, t'sais, ils peuvent comme trouver là, c'est comme ils voient du morse là-dedans. C'est comme la gravité qui est affectée, mais c'est comme pas trop clair. Il y a un fantôme, il y a peut-être quelqu'un, en tout cas, il y a plusieurs idées qui sont relancées. Puis là-dedans, en trouvant que c'est un message qui est envoyé, puis en déchiffrant le morse, ils trouvent des coordonnées. Fait qu'ils vont aller trouver là, c'est quoi ces coordonnées là spécifiquement. Mais ce que je dirais tout dans le début en tant que tel, là, avant qu'ils se ramassent là, dans l'espace, ça prend 40 minutes. Puis on dirait tout est compressé là, en tant que tel là, pour que ça avance. C'est comme Murph vient pas avec moi, mais on le voit tout de suite sur la route, puis Murph est quand même dans la voiture. C'est comme tout est coupé. Là. C'est sûr que on a un film là, qui est 2h47. Fait que il faut que ça avance comme histoire pareil. Puis il n'y a pas de lenteur. C'est comme on force, on a toujours là, la pédale sur l'accélérateur. On veut on veut pas de temps mort. Fait qu'il va se ramasser aux coordonnées pour finalement trouver là, un restant d'équipe de NASA que Cooper a déjà travaillé avec, en tout cas là, avec le Dr. Brandt là, qui est joué là, par Michael Caine. C'était pas supposé être Michael Caine au départ, là, c'était l'acteur là, Irfan Khan là, qui devait faire ce personnage-là, mais lui finalement il était occupé à faire autre chose et finalement il a été recasté là, par Michael Caine. Ça serait facile de dire c'est parce qu'il a travaillé avec là, sur la trilogie de Dark Knight, pareil pour Anne Hathaway là, qui est la fille là, de Michael Caine. Ça a probablement tout un peu un lien aussi de facilité là, il manque quelqu'un puis il dit Michael Caine, tu fais rien, j'ai un rôle là, j'ai un petit rôle là, qui doit prendre peut-être là, 2 semaines à filmer puis ça finit là. Dans tout ça, c'est ça aussi, on a l'introduction là, du personnage là, du Dr. Brand. Là. En tout cas, pour les distinguer, là, je vais dire Michael Caine, puis je vais dire le Dr. Brand ou Anne Hathaway. Là, mais tu sais, je vais dire Michael Caine là, pour être sûr de ne pas mêler les deux brands.
C'est quasiment un autre jeu de mots, ça, les deux brands. Mais bon, c'est ça. Fait que dans tout ça, ben, on a le projet Lazarus, là, qui était un projet où ils envoyaient des 12 astronautes là, dans l'espace. Puis que, en tout cas, ils nous vendent tout un peu l'idée là, de tout ça. Puis, il y a comme peut-être un hasard là-dedans où il s'apprêtait à renvoyer une autre expédition qui allait passer là, dans un trou noir. Puis, parce qu'ils ont reçu des signaux, puis là, dans le fond, c'est peut-être là, l'humanité là-dedans qui vont peut-être pouvoir partir, mais là, ils ont le plan A, ils ont le plan B, puis, dans le fond, dans le plan A, c'est qu'ils essaient de vraiment amener toute l'humanité entière là, sur un genre de arche de Noé, là, tout simplement, là, puis je sais pas s'il y a vraiment là, des animaux, des enfants de même, là, mais en tout cas, essayer d'amener l'humanité de la Terre puis l'amener ailleurs. Sinon, si ça fonctionne pas, ça va être carrément là, des embryons qui vont amener avec eux autres puis pour pouvoir coloniser une autre planète. Fait que ça semble aussi simple que ça, mais comme il dit, là, il y a une heure, vous saviez même pas que j'étais là, mais en tant que tel, c'est ça, un peu avec la société, quelque part, qui est toujours en train là, de réécrire le passé, ils ont comme oublié comment le faire. C'est un peu comme, on sait plus comment aller sur la Lune, là, depuis, qui a comme plus de sens, là. Mais c'est un peu ça, à quelque part, fait que puis là, lui, puisqu'il a déjà été pilote, il dit, comme par pur hasard, tu tombes bien, fait que ça va être, on te demande si tu veux bien piloter là, notre projet qui est sur le point de décoller, là, puis c'est dans pas grand temps, c'est genre là, dans 2 heures, là, genre, t'sais. Fait que les choix doivent être faits assez rapidement. Là-dedans, c'est ça, on a les au revoir assez rapides, là, où ce que... on voit que une fois qu'ils se rendent là, Cooper et sa fille, que Murph, elle, a l'air comme à s'embarquer. Elle est comme tout elle aime le côté astrologie, tout ça, astronomie, excusez, pas astrologie. Puis que elle est déjà impliquée là, avant que Cooper est au courant là, de tout ça, elle est déjà assise à la table avec tous les autres en train de regarder là, des affaires là, d'astronomie et tout ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il il retourne à la maison, puis là, finalement, c'est ça. Il doit expliquer super rapide à son gars, je dois partir pour l'humanité, puis tout ça. Il donne genre une dernière soirée ou quelque chose de même, là, puis finalement, on part. C'est sûr que c'est un film, puis c'est ça. L'affaire, c'est que c'est très compressé. Il manque un petit peu d'air. Là. Pour un film là, de 2h47, je trouve que, on y va, mais... c'est quoi, il faut un film de 4 heures, là, en tout cas, on va en revenir à cette idée-là, pareil, pas mal là, vers la toute fin, là. Mais c'est ça, je veux dire, c'est comme il faut avancer, là, quelque part, c'est un film, là, puis c'est ça, c'est pas un téléroman ou quelque chose de même, là, est-ce qu'on pourrait avoir une version étendue, puis avoir plus de temps, peut-être, là, mais en tout cas, comme j'ai dit, on va en revenir. Mais sinon, c'est ça, on a les au revoir, puis Murph, elle apprend pas. En tant que telle, là, elle dit, là, tu t'en vas, mais on peut-tu, tu t'en vas là, pourquoi, tout ça. Fait que, finalement, il part, puis là, elle est tellement frustrée, mais finalement, sur le tard, là, elle se rend compte là, qu'il est parti. Puis c'est ça, fait qu'il s'en va vers, avec un autre, toute une gang là, d'astronautes vers les étoiles. Je te confie mes enfants, Donald. OK pour allumage moteur principal. H-10. 9. 8. 7. 6. 5. Allumage moteur principal. 4. 3. 2. 1. Mise à feu des boosters et... La semaine passée, c'est quand même le fun, là. Tu sais,
en tant que tel, là, ce que vous avez pu entendre, là, que j'ai parlé de Star Trek 3, mais en même temps, ben moi, j'en ai profité, puis j'ai fait Star Trek 4 aussi, là, qui va sortir là, en début d'année prochaine. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, là, moi, j'ai fait ça, puis je peux comme comparer un peu visuellement, là, ben, si vous m'avez suivi, vous avez écouté Star Trek 3, mettons, aussi, puis là, vous écoutez là, Interstellar cette semaine, juste voir un peu comme le travail là, de maquette qui a changé au courant là, des années. Puis j'enlève rien à Star Trek 3, là, que toutes les maquettes dans l'espace, là, j'adore voir ça. Mais c'est là on arrive là, au côté visuel du film, les effets spéciaux. C'est beau, j'ai parlé de Hoyt Van Hoytana tantôt. Ça a bien passé ce coup-là, mais mais là, on est dans l'espace, là, on a les miniatures. C'est des miniatures beaucoup, il y a peut-être des choses qui ont été arrangées aussi au CGI, là, comme toutes le côté, là, le trou noir, puis des affaires de même, là, puis le trou noir, tout avec, j'ai parlé tantôt là, de Kip Thorne, que lui, tout avec son côté là, de la relativité, puis des affaires de même, puis il a travaillé beaucoup là-dessus. Là. Lui, dans le fond, là, il est producteur exécutif là, sur le film. Mais dans tout ça, c'est lui, ce qu'il demandait à Nolan, c'est bon, on t'engage, mais c'est important que tu gardes toutes les que ça soit réel. Tu prends pas là, des libertés. Là. C'est la seule affaire que tu dois faire pour le film, c'est que tout soit scientifiquement réel, que tout en tout cas que ça a du sens, puis pas là, c'est pas du Star Wars là, ou c'est pas du ou Star Trek, il y a des affaires là, qui marchent pas là, puis c'est ça, fait que on va travailler sur des affaires qui sont scientifiquement prouvées, mais si on voit là, dans le fond ils s'en vont là, sur le vaisseau Endurance. Puis, dans le fond, que lui, il va faire comme un champ, en tournant en rond, ben, ça va faire une gravité là, pour qu'il puisse se promener sur le vaisseau là, avec une gravité, pas être en train de flotter dedans. Mais c'est ça, tout le visuel en tant que tel, là, c'est remarquable. Ce qui est drôle, pareil, c'est qu'on n'a pas mis d'étoiles en arrière. Il y a souvent comme du noir carrément en arrière. C'est possible aussi qu'on voit juste du noir dans l'espace. Là, c'est pas juste comme dans Star Wars, dans Star Trek, qu'il y a tout le temps là, des étoiles. Du coup, tout dépendant d'où on est placé, là, je sais pas. Mais ça donne plus un effet de vide. C'est de claustrophobie, que si, mettons, tu pars, ben, il y a un des astronautes qui est avec eux autres, là, le personnage de Romilly, il est comme assis là, dans son, ben, pas son vestiaire, là, mais dans son petit moment, je sais pas, sa petite chambre à lui, où ce que, il dit juste l'autre bord du mur, ben, c'est le vide, c'est le néant. Puis, quand on regarde le film, que justement, on voit pas d'étoiles, on voit absolument rien. Il n'y a comme pas de point de référence, c'est comme c'est vide. Là, tu pars dans le néant là, si tu pars de là. Fait que c'est. En tout cas, je trouve que le côté visuel puis de tout ce qu'on va apporter là, quand ils vont passer là, dans le trou noir, ça a l'air que dans le fond, on a photographié un trou noir 5 ans après, là, en 2019. Puis c'est quand même pas mal là, comme qu'ils ont montré là, dans le film aujourd'hui. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup là, de théories qui pourraient probablement être qui ont été bien utilisées. Je ne sais pas si en tant que tel tout est possible. Il y a probablement des théories là, qui ont été peut-être forcées un petit peu. Je sais que Christopher Nolan a essayé de forcer une couple de choses là, pour une question d'histoire, mais que finalement ça n'a pas passé. Là. Il a dû baisser les bras là, quand il a voulu de trop inventer des choses. Sinon, ben, ça va être plus la seule affaire que je pense qu'il a réussi à vraiment passer, là, c'était l'idée là, de quand il tombe là, sur la planète là, de Man, plus loin, puis qu'il y a comme un nuage là, glacé. Ben c'est ça, en tant que tel, ça a l'air que ça peut pas arriver, là, puis je pense que je comprends. C'est un petit peu nono quelque part, mais quand ils vont arriver là, sur la première planète, ou ce que c'est comme c'est juste de l'eau, ça fait un peu Star Wars, honnêtement. Il y a une planète d'eau, il y a une planète de glace, il y a une planète de. En tout cas, juste une thématique pour toute la planète. Là.
Fait que, ce qui n'est pas nécessairement faux, là, quand on regarde là, la planète Mars à côté, je veux dire, c'est comme un désert tout le long. J'ai pas fait le tour de Mars au complet, là. Mais tu sais, on a les deux autres, il y a des planètes gazeuses qu'on a, il y en a qui sont faites juste d'eau aussi, là, mais ça fait ça un petit peu dans Star Wars, comme que ça fait ça. Dans le film aujourd'hui, c'est sûr qu'ils ne sont pas influencés par des humains ou telle autre espèce là, qui habite sur cette planète-là, là, en tout cas qu'on voit. Là. On n'en voit pas du tout. Là. Mais il y a toujours l'idée d'extraterrestres qui, dans le fond, qui ont installé là, le trou noir pour pouvoir les inviter à passer au travers. Puis, tu sais, en tout cas, fait que c'est toujours un peu cette idée-là qui est passée, puis tu sais, qu'on pourrait peut-être voir des extraterrestres, quelque chose qui avait été exploré là, dans le film Contact. Mais c'est ça. On laisse planer ça, là. Fait que il passe tout dans le fond là, les astronautes là, qui sont là, le personnage de Doyle qui est joué là, par Wes Bentley que honnêtement je l'ai pas vu dans grand chose là. Je l'ai vu là, dans American Beauty puis une couple d'autres affaires là. Je pense que j'en ai parlé dans Mission Impossible Mission 5 je pense. Sinon c'est ça, en tant que tel là, il est comme le côté où ce que lui il est prêt là il n'y a rien à perdre. Puis lui, le plan B, là, si ça doit être ça sera le plan B, là, il y a le plan A. Là, c'est comme un peu l'antithèse de Cooper. Sinon, bien sûr, on n'a pas introduit Anne Hathaway pour rien. Elle est à bord. On a l'Android ou peut-être pas Android qu'il faut utiliser, en tout cas le robot, n'importe quoi là. TARS qui est là, puis il y en a un autre tu sais en tant que tel, quand j'ai écouté le film, je pense à chaque fois que j'ai écouté le film, je m'en ai pas rendu compte, je pense que c'est quand je l'ai écouté la première fois, vers la fin du film, je me suis rendu compte qu'il y en avait un deuxième, il y a deux robots, puis il n'y a pas d'emphase qui est mis assez, je pense, pour vraiment séparer les deux robots. Je pense qu'il aurait fallu une scène où on les voit les deux ensemble, pour comprendre qu'il y a deux robots, là, puis il y en a un troisième là, qui apparaît à la toute fin, là, qui est tout défait. Là. Parce qu'à la toute fin, je pensais que c'était celui qui était défait. Là. Juste pour dire ça, là, pour essayer de tout démêler. Mais il y a TARS, il y a Case, puis à la fin, il y a Kip. Fait que, en tant que tel, mais tu sais, on met beaucoup l'emphase sur TARS, parce qu'on veut qu'on aime TARS, quelque chose de même. Puis, tu sais, bon, il aurait pu arriver puis mettre un androïde, quelqu'un qui a de l'air d'humain, tout ça. C'est très cliché, mais tu sais, c'est très 2001 aussi, tu sais, où ce qu'on avait... bon, encore une fois, son nom s'échappe. Son nom m'échappe. Le personnage de l'androïde, là, l'ordinateur de bord là, dans 2001. Mais c'est un peu l'idée, je pense, là, de savoir si on fait confiance ou pas. Là. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup là, d'idées là, avec qui pourraient les trahir, des affaires de même. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que j'arrive toujours, là, peu importe l'androïde, je veux dire, ça reste que c'est une machine, tout ça. Puis quand après ça, il transforme en humain, là, tout d'un coup, je ne veux pas dire que c'est sexualisé, mais c'est souvent tout le temps, là, tout d'un coup, elle a des émotions parce qu'elle ressemble à un humain. Là, mais je trouve que ça n'a tellement jamais aucun bon sens, ces idées-là. Là. Le personnage de TARS qui est joué, là, le côté vocal est interprété là, par Bill Irwin. Mais il n'était pas juste la voix de TARS, il était aussi sur le côté, là, en train là, de juste bouger là, la marionnette qui a été effacée là, digitalement. Là, mais puis on a eu un autre acteur finalement. Là, on était supposé avoir le même acteur qui fasse les deux voix pour Case aussi, mais finalement on a embauché quelqu'un pour faire l'autre voix. Là. Sinon, fait que c'est comme notre équipe, dans le fond, puis il y a Romilly que j'ai parlé tantôt, là, qui est joué là, par David Giast.
Puis, fait que finalement, ben, il se dirige vers Saturne, où il y a le trou noir. Puis, en tout cas, fait que c'est tout l'aspect visuel de rentrer dans un trou noir qui est une sphère. Puis, en tout cas, essayer de nous mettre ça assez simple pour comprendre un peu tout le côté physique de la chose. Tu sais, lui, le personnage de Romilly, il est là pour faire l'exposition, pour comprendre. Tu sais, c'est, mettons, tout le charabia scientifique, c'est lui qui va nous le simplifier pour comprendre. C'est lui le scientifique de service. Puis qu'on n'a plus besoin, ben c'est là qu'on le fait sortir de l'histoire. Quoique j'aurais aimé ça qu'il soit là un petit peu là, vers la fin pour tout comprendre. Un petit bout, là. Mais c'est ça, tu sais, en tant que tel, là, lui, tu sais, j'ai parlé d'Event Horizon, je pense que c'est cette année, là, puis ils vont reprendre ça, là, l'idée là, de plier une feuille en deux, là, le raccourci en 2 points, ben c'est ça, tu sais, ils vont l'avoir pris, là, ben je sais pas si vraiment ils l'ont pris directement de ce film-là, mais c'est genre le même exemple, là, mais pour passer dans le trou noir, tout ça. Fait que il va se ramasser je vais l'appeler la planète Miller là. C'est là où l'astronaute Miller s'est rendu. Dans le fond, ils ont 3 planètes là. Une fois qu'ils passent le trou noir, ils n'ont pas assez là, de ressources pour pouvoir faire les 12 planètes, mais dans ces 3 planètes là, il y a plus de chances qu'il y ait un écosystème où l'humanité pourrait survivre. Fait qu'ils se ramassent sur la planète Miller. Puis là, ben c'est ça. Il parle de toute la relativité là-dedans, puis tout ça, puis que, dans le fond, ça descend, puis que ça prend plusieurs années pour, si, mettons, on est en dehors, là, dans le fond, c'est 7 heures pour 1 heure là, de ceux-là qui sont sur la navette. Fait que, c'est juste pour donner une chance, puis pour gagner du temps, dans le fond. Romilly, lui, va rester à bord du vaisseau Endurance pendant que le restant là, des astronautes vont descendre sur le Ranger, puis c'est comme une navette là, qui est à bord, puis que dans le fond c'est juste pour pouvoir naviguer. Puis c'est ça, dans le pire des cas, ben, au moins il peut repartir sur l'Endurance s'il y a quelque chose, mais sinon il voit que ça bouge pas ben. Si regarde là, avec ses jumelles là, de qu'est-ce qui se passe, là, ça bouge pas super rapide parce que eux autres, je pense que c'est je sais pas ce que j'ai trouvé l'information, là, mais c'était calculé. Il y a quelqu'un qui a pris là, quelques heures là, pour tout calculer ça. Calculer le temps qu'ils ont descendu, puis que dans le fond, ça a pris 23 ans. Là, ben, c'est comme s'ils ont pris 3 heures, là, dans le fond, là, pour descendre. Puis finalement, se rendre compte que Miller est mort. Je pense que c'était une femme, là, dans le fond. Elle est morte quelques minutes ou quelques heures là, avant qu'eux autres arrivent. Mais ils ne pouvaient pas le voir de l'espace parce qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, c'était pas encore arrivé. Puis c'est ça, fait que il arrive, puis Miller il trouve pas le corps, tout simplement. Fait que c'est assez expéditif. Par contre, il arrive, puis là, tout d'un coup, le personnage de Dan Hathaway, elle arrive, puis peut-être qu'elle est dans les montagnes. Finalement, il se rend compte que les montagnes, c'est pas des montagnes, c'est une grosse vague qui s'en vient. Fait que, là, dans tout ça, dans le fond, ça va être le personnage là, de Doyle qui va mourir. Je me dis tout le temps, il n'y a pas de communication en tant que tel, on ne l'entend pas mourir, on voit qu'il se fait emporter par la vague, puis à la toute fin, ben, on le voit qui est comme peut-être dans l'eau, tout ça, mais il est toujours là, dans sa saute, il a peut-être survécu, ou je trouve ça quand même assez, c'est comme... En tout cas, je me rappelle bien la première fois que j'ai vu du film, moi, je me suis dit, bon, ben ok, c'est beau. Dans le fond, ça va être une manière qui... cette histoire-là, tu sais, des fois, on peut arriver puis on garde l'équipe, toute une unité, ou sinon, ben on fait l'inverse. Là, c'est pas un slasher, mais en tant que tel, on apporte des personnages qui vont tous mourir un à un, puis ça va finir avec notre personnage principal, ou juste une personne là, qu'on pensait pas que c'était le personnage principal, ou c'était pas en guillemets l'élu, là, puis finalement ça va finir avec ça, puis notre personnage principal va devoir faire l'ultime sacrifice. Là. C'est souvent ça va dans un des autres, là, mais là c'est là que je me suis rendu compte, dans le fond, là, bon, ben, le personnage de Romilly, lui, il va mourir quelque part aussi, puis probablement là, qu'éventuellement ça va être le personnage de Bran qui va mourir. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu ça là, rapidement, là. Mais c'est ironique pareil, hein, parce que je dis au début, je me rappelle pas si je l'ai vu au cinéma ou pas, mais je suis capable de me rappeler de ce détail-là. Mais du coup,
faut me fouiller un peu, de comprendre un peu là-dedans. Mais c'est ça, tu sais, le côté là, de la relativité, j'ai un petit peu de misère à comprendre ça. Pour dire bien honnêtement, là, je pense que c'est plus simple de garder une idée là, de Star Wars ou de Star Trek où ce que tu descends dans l'atmosphère. C'est pareil comme sur notre planète, là, quelque part, là, on descend, puis en tout cas, quand un astronaute se ramasse dans l'espace, puis je comprends pas pourquoi que c'est plus... il peut perdre des années, des affaires de même, ou ça passe plus lentement, des affaires de même, là, en tout cas, j'ai un petit peu de misère à comprendre tout ça, là. Mais bon, fait que... ils partent de là. Finalement, ils ont perdu, tu sais, en tout cas, tout le visuel là, sur la planète, tout ça. Il était en Islande, ça a de l'air, là. En tout cas, je veux dire, c'est quand même, tu sais, ça a de l'air tout plein d'eau, mais il y a genre 1,5 pied d'eau. Tu sais, en tout cas, il n'y a pas de place où ce qui tombe dans des profondeurs là, de l'océan là, sur ces planètes-là, là, rien, là, tout ça. C'est juste, tu sais, je pense que ça fait différent par contre. Tu sais, c'est pas comme genre, bon, mais il arrive sur une planète d'eau, puis c'est juste de l'eau, puis au centre, il y a un centre de planète qui est tout chauffant, mais tu sais, en tout cas, tu sais, c'est vraiment juste comme il y a 1,5 pied d'eau, là, c'est quand même assez drôle, là, mais c'est ça, tu sais. Ça donne la chance à Christopher Nolan de faire qu'est-ce qu'il veut, dans le fond. Éventuellement, ben, le script, c'est ça. Oui, on a eu l'idée là, de Kip Thorne puis de Linda Hobbs, qu'eux autres avaient l'idée pour le film, mais après ça, ben, ça a été tout ficelé là, par les frères Nolan, là, qui eux autres ont écrit le script. Fait que dans tout ça, ben c'est ça. T'sais, ça leur a pris 23 ans, 8 mois et 4 jours, finalement, là, pour se rendre compte là, que finalement, le personnage là, de Romilly, ben c'est ça. Lui, il a vieilli, puis il a continué à faire quand même des recherches, des calculs, des affaires de même, là, pour pouvoir. Si ça marchait pas, ben là, au moins, le temps n'était pas perdu, dans le fond. Fait que ils reviennent à bord là, du Endurance, puis que une petite affaire par contre, juste pour finir sur Doyle aussi, peut-être que tu sais, puis ça vient pas de moi là, mais c'est une idée qui est quand même le côté je me dis bon ben ils se sont pas vraiment rassurés de savoir si Doyle était mort ou pas là, tu sais, puis c'est comme on l'a largué là, de l'histoire tout court, mais peut-être qu'à la toute fin, il peut être sauvé quelque part, parce que justement, avec la relativité, il y a quelques heures qui se sont passées là, en 65 ans, là, fait que peut-être qu'ils peuvent l'avoir ramassé, là, mais bon. Ça va pour Interstellar 2, The Return. Mais bon, ça c'est ça. Fait que, ou la série spin-off télésérie là, qui va sortir sur Amazon en 2027 là, ou n'importe quoi là, tu sais. En tout cas on verra bien. Sinon c'est ça, fait qu'ils reviennent à bord du Interstellar, puis dans le fond ben c'est ça, pendant ces 23 ans là il va y avoir les messages non écoutés. Là. Tu imagines le Facebook là, comme une notification qui a dû rentrer. Là. Non, c'est vrai, on est dans un univers alternatif parce que ça n'existe pas, je crois. Mais là, les acteurs ont changé. C'est plus Timothée, je sais pas noter son nom, mais c'est devenu Casey Affleck, le frère de Ben Affleck. Tu sais, je me dis, tu sais, avec Matt Damon qui apparaît un peu plus tard dans le film, je sais pas si c'était, tu sais, puisque c'est un super petit rôle, est-ce que, tu sais, parce que Ben Affleck et Matt Damon sont de très bons amis ensemble, fait que, tu sais, ils ont fait beaucoup de projets, là, Will Hunting, des affaires de même, là, fait que, puis qui ont écrit des affaires, fait que, tu sais, puis c'est le frère de l'autre, puis je pense que même Casey Affleck là, fait partie là, de Will Hunting que je viens de parler, là, si je me rappelle bien. Fait que, tu sais, c'était juste une petite manière, là, un peu, là, bon, ben, tu sais, regarde, on a un petit rôle, on cherche tout ça, fait que lui a réussi à plugger quelqu'un, là, moi, en tout cas, c'est mon sentiment, là. Sinon, ben c'est ça, finalement, on est rendu, le personnage de Murph là, est devenu là, Jessica Chastain. Et que là, finalement, ben c'est ça. Tu sais, elle, dans le fond, elle a beaucoup, là, elle a comme on dit en bon québécois, elle a une crotte sur le cœur, que lui, il est comme parti, puis, tu sais, en bout de ligne, tu sais, c'était un peu des deux, là, parce qu'elle a une tête forte, elle tenait tête à lui, mais finalement, ben, tu sais, elle s'est rendue compte qu'elle a tout, tu sais, un peu trop tard, quand il a quitté, c'était trop tard, mais, tu sais, à quelque part, ben là, tu sais, il a comme promis qu'il allait revenir pour quand il allait avoir la même âge, des affaires de même, elle sait qu'elle l'aura pu pendant des années, des affaires de même. Fait que, tu sais, elle trouve un peu égoïste de son côté. En tout cas,
qui est le plus égoïste des deux. Là, ça, c'est relatif. Mais c'est ça. Fait que là-dedans, ben, elle va avoir été approchée là, par Michael Caine puisque c'est ça, elle a un intérêt là, dans l'astronomie, fait qu'elle va... pas l'astronomie. Non, c'est ça, l'astronomie. Ben, tu sais, que dans le fond, elle va les aider, tout court, carrément, là, à peut-être trouver là, l'équation là, que Michael Caine travaille dessus. Lui, Michael Caine, pendant ce temps-là, ben, c'est ça, il travaille avec Murph pour trouver une manière d'apporter la population terrienne à quelque part, parce que c'est bien beau passer un petit vaisseau au travers là, d'un trou noir, là, je veux dire, ça se fait sans problème, là, mais de passer un gros vaisseau avec toute l'humanité à bord, ben c'est un petit problème. Là, c'est comme de passer au il faut avoir plus que... Mais honnêtement, je sais pas. Je veux dire, vu la grandeur de la chose, tout ça, je comprends que construire tout ça, une grosse affaire de même, pour soutenir tout le monde, ben, c'est gigantesque, mais puis c'est probablement aussi pour être capable de le pousser puis pouvoir le naviguer. Là. Mais en tout cas, honnêtement, je pense que c'est un peu un charabia à quelque part. C'est comme l'histoire est plus concentrée sur cette partie-là. C'est comme un peu pour donner un dilemme sur Terre, puis un peu là, pour cette partie-là, mais il n'y a pas assez de temps qui sont donnés à cette partie-là d'histoire. Là. On sait que là, tout d'un coup, on a donné le rôle là, à Jessica Chastain, que elle, pour dire honnêtement, elle a eu comme... elle était genre partout là, pour genre 2 ans. Là, en tant que telle, elle était partout. Je veux dire, c'était comme son gros nom, l'affiche. Puis tout d'un coup, ben, elle a comme disparu. Là. Je sais qu'elle fait encore des affaires. Là. Elle n'a pas disparu littéralement. Là, mais... en tout cas, elle a comme eu un boom, là, peut-être que ce film-là a aidé, là, mais en tout cas, il me semble que je la voyais partout là, dans tout ce que j'écoutais. Puis, bon, je pense que ça l'aide justement de l'avoir mis en tant que tel, là, comme... Parce que, quand on voit que c'est elle, ben, on sait que c'est important pour une partie d'histoire. Puis que, même quand c'est Casey Affleck, ben là, je veux dire, il est autant important qu'il était au début du film, là, mais, je pense que c'est important là, d'avoir une présence, parce que, je veux dire... elle a une présence d'écran, là, Madame Chastain, que peut-être que, ben, je veux dire, ça aurait été Casey Affleck, là, en tant que tel, là, ça m'aurait pas trop dérangé, mais j'apprécie qu'il ait pris elle, parce que, je veux dire, c'est ça, c'est sa présence d'écran, puis qu'on sait que c'est important qu'est-ce qu'elle va faire, tout ça, là. Fait que... puis que dans le fond, qu'elle donne la réplique, ben, Michael Caine, que lui, ben, il est pas jeune aussi, qu'éventuellement il va mourir là-dedans. Puis que lui, ben, c'est ça, il va comme avouer sur son lit de mort que le plan A n'était pas vraiment envisageable. Qu'en bout de ligne, ben, c'est le plan B là, qu'il va devoir ultimement, parce qu'ils sont pas capables de revenir, ils peuvent pas revenir au travers du trou noir, puis dans le fond, c'est un mensonge. Dans le fond, là, qui est un... c'est un petit peu hypocrite de nos côtés. Là. Oui, il a tout mis ses œufs dans le même paquet pour dire... pour forcer une situation, pour essayer de faire partir, puis pour, en guillemets, le bien de l'humanité. Mais en même temps, ben, c'est ça, lui, il s'en fout un peu peut-être là, de Cooper en bout de ligne, que lui, il va perdre sa famille. Mais là, lui, il sait que sa fille, elle va continuer pareil. Là, en tout cas, si mettons, il n'y a pas de problème, là, ça fait pas comme le Challenger ou n'importe quoi, là, que la navette, elle explose pas là, en orbite. Là. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est un petit peu hypocrite. Là, puis là, dans le fond, on fait un peu là, de drame, un peu là, sur Terre. Puis en tout cas, là, où que ça brasse un peu des deux bords, là, puis que, dans le fond, à quelque part, il faut qu'il y ait du drame aussi, là, fait que, c'est pas qu'il y en a pas, mais pas en rajouter, là, c'est comme dans toutes les manières de faire un film, tout simplement, il faut qu'il y ait de la corruption un peu en arrière, puis tout ça, là, fait que c'est apporté un peu là, du gentil Michael Caine là, qui faisait Alfred dans la trilogie de Nolan, là, de Batman, ben là, que c'est ça, que finalement, là, il savait là, que finalement, ben c'était pas le plan A là, qui était envisageable, fait que l'humanité est damnée. Tars a maintenu Endurance exactement où il fallait, mais notre voyage a pris plusieurs années de plus que prévu. On n'a plus assez de fuel pour aller voir les 2 autres mondes potentiels. Alors il faut choisir. Oui, mais comment choisir? Les 2 sont prometteurs.
Oui, Edmunds a de meilleures données, mais le docteur Mann est le seul à encore émettre, alors... Rien ne laisse à penser que les données d'Edmunds aient pu se dégrader. Son monde a des éléments clés pouvant assurer la vie humaine. Comme celui du docteur Mann. Cooper, c'est de mon domaine. Et... je crois vraiment davantage en la planète Edmunds. Pourquoi? Vous avez dit que le docteur Mann était le meilleur d'entre nous. C'est un être remarquable. C'est grâce à lui que nous sommes là. Ouais, et d'ailleurs, il est là, en dessous de nous. Et il nous envoie un message on ne peut plus clair, celui de venir sur sa planète. Fait que, on est à peu près, on arrive à peu près à 1h30 du film, là, 1h26 là, à peu près. Là. Fait que, c'est là qu'après la première planète, ben, c'est beau, c'est pas vivable. Fait que, il faut aller sur une autre planète. C'est sûr que, bon, c'est assez rapide. Là, bon, ça marche pas, bon, c'est la prochaine, puis après ça va être la dernière. Là, ça marche en trilogie, là, en bout de ligne. Là, c'est une idée, c'est jamais la première, mais c'est pas la deuxième, c'est toujours la troisième. Là. C'est juste une manière d'écriture de scénario. Là. Fait que on sait bien que la deuxième place ne sera pas la bonne place, mais c'est ça. Fait qu'il se ramasse sur la planète là, de Mann. Parce que, dans le fond, il devait choisir entre la planète là, de Edmunds ou de Mann. Puis, tu sais, ça tombe de même. Là, parce que, tu sais, ils ont un peu implanté cette histoire-là avec le personnage là, de Anne Hathaway, qu'elle est en amour avec le personnage de Edmunds qui est parti il y a une dizaine d'années là, dans la première batch d'astronautes dans le projet de Lazarus, que lui, ben c'est ça, étant en amour avec, fait que peut-être que ça allait influencer le fait qu'elle dit que ça devrait être la prochaine planète. Puis le fait qu'il choisit pas d'aller à cette planète-là, c'est parce que c'est ça, c'est pas un choix éclairé. Fait que là, ils ont aussi un signal qui vient de Mann qui disent bon, ben tu sais, c'est probablement la planète où ce que qu'on peut habiter parce que Mann envoie un signal. Fait que il se dirige vers la planète de Mann. Mais c'est là qu'on embarque aussi le concept un peu, là, que le concept de l'amour, tout simplement, là, de la motivation, parce qu'on aime quelqu'un qui nous guide, qui nous fait faire des choix. Mais, tu sais, c'est ça l'affaire avec l'amour en tant que tel. C'est que souvent, des fois, ça fait pas faire des choix rationnels. C'est un choix de cœur, des affaires de même. Fait que, mais tu sais, il essaie de trouver un autre côté d'aspect avec le côté là, de la relativité et tout ça. Fait qu'en tout cas, moi j'ai pas vraiment de problème avec ce concept-là. Je pense que c'est un des meilleurs concepts en tant que tel. Tu sais, regarde, comme la franchise de Rocky est construite là-dessus, quelque part sur le cœur. Pas nécessairement de l'amour, mais on parle, je veux dire, de volonté, d'avoir un but, des affaires de même. Là, puis je pense que l'être humain est construit pas mal là-dessus, là, d'avoir un but, tout simplement. Là. Fait que ils se ramassent sur la planète de Mann, pis c'est là que dans le fond, une fois qu'ils ont trouvé là, puis c'est ça que j'ai parlé tantôt là, les nuages de glace, des affaires de même là, qui n'a pas vraiment de sens là, mais c'est juste pour trouver là, quelque chose de plus d'original à faire là, je veux dire, je trouve que dans ce film là ça marche pas, mais ça aurait marché dans un Star Wars, parce que dans Star Wars il y a un peu n'importe quoi là, puis en tout cas, mais en tout cas, je trouve ça un petit peu nono, mais c'est comme ça se suspend tout seul dans les airs, là. Tu sais, il faut pas... tu sais, j'ai pas de bac en astronomie, puis je sais très clairement, là, quelque part, ou en sciences pures, dans n'importe quoi, là, pour savoir que, je veux dire, c'est dans les airs, ça se tient pas tout seul, là. Fait que, tu sais, comme juste de la pluie, là, ça tombe parce que c'est lourd, tu sais. Fait que, en tout cas, je trouve que, bon... OK, ils sont dans un autre endroit où la gravité ne marche peut-être pas à 100% pareil. Ça a peut-être rapport aussi avec pourquoi que l'autre planète, le temps ne passe pas pareil, là, tout à fait. Là. Comme j'ai dit, je le comprends pas tout à fait, là, le côté là, de la relativité. Là. Fait que... Matt Damon qui fait le personnage là, de Mann en tant que tel, ben c'est ça qui est le fun dans un film avec Matt Damon, pas avec Matt Damon, plutôt là, un film de Christopher Nolan. Tu sais,
quand on parlait de la trilogie Nolan de Batman, ben tu sais, le nom du film apparaît pas avant la fin du film. Le générique est à la toute fin. Tu sais, on sait pas qui est dans le film. Puis Matt Damon n'a pas, à part dans une interview, je crois, qu'il a mentionné dans Variety, quelque chose de même, qui a mentionné qu'il jouait dans ce film-là. Il n'y a absolument rien d'autre qui disait qu'il était dans le film. Il est dans aucun. Il est pas sur le poster. Tu sais. Puis c'est comme. Je pense que la première fois que j'ai écouté le film, j'étais même pas sûr que c'était Matt Damon. Je trouvais qu'il ressemblait, là, honnêtement. Je veux dire, j'ai vu beaucoup de films avec Matt Damon. Je sais le reconnaître. Mais je me suis dit, il a vraiment fallu peut-être 1 minute ou 2 pour me dire, c'est-tu Matt Damon? Vraiment? T'sais, parce qu'il n'y a absolument rien qui dit qu'il jouait là. Puis je me suis dit, pourquoi qu'il n'y a pas. Normalement, tous les films font de la publicité pour dire, hey, on a Matthew McConaughey, on a Matt Damon, on a Michael Caine, on a Anne Hathaway. Tout le monde sort le casting pour que ça. Je veux dire, pour attirer le plus de monde. Puis non, c'est silence radio sur Matt Damon. Matt Damon, il n'a pas fait de tournée promotionnelle pour le film, rien du tout. Fait que, tu sais, de le voir, puis on sait pas qu'est-ce qu'il fait dans le film, tout ça. Fait que là, tu te dis, bon, ben là, qu'est-ce qui se passe avec le film? C'est quand même assez curieux d'avoir un personnage qui apparaît, puis c'est ça, dans le fond, c'est justement pour... Un peu comme j'ai parlé là, de Jessica Chastain tantôt, tu sais, dans le fond, qu'on ait un visage qu'on reconnaît, puis qu'on se dise, ben, il va se passer quelque chose. Je veux dire, tu sais, il est important, ce personnage-là. Fait que c'est ça. En tant que tel, il est important, mais il n'est pas important. S'il y aurait un bout à couper, ça serait ce bout-là. Honnêtement, je couperais ça en bout de ligne. Ça donne pas grand-chose à l'histoire. Ça fait juste comme rallonger le film en tant que tel. C'est pas, je suis pas en train de dire que j'aime pas le bout. Parce que je suis juste en train de dire que pour un film de 2h47, peut-être que toute cette... pas cet acte-là, mais cette bifurcation de l'histoire, ben, ça rallonge au film, tout simplement. Puis, à quelque part, qu'est-ce que tu coupes? Ben, tu ne veux pas vraiment couper ça parce que c'est comme le seul conflit humain que tu as vraiment, à moins que tout d'un coup, il aurait fait transformer le personnage de Doyle en quelque chose d'autre, qui aurait un autre agenda caché, qui aurait été cliché un peu, des affaires de même. Mais c'est pas que avoir ce personnage-là, que je veux dire, c'est plus original, là, je suis pas en train de dire ça. Ça me fait penser à un film là, Sunshine avec Cillian Murphy là, qui joue souvent pour Christopher Nolan justement, que eux autres s'en vont vers le soleil là, pour essayer de le réanimer ou quelque chose de même là. C'est un film qui est sorti là, quelques années avant le film d'Interstellar, puis que tout d'un coup il ramasse quelqu'un à 2/3 du film, puis que tout d'un coup il fait un carnage là, sur leur vaisseau, tout ça. En tout cas, je spoil pas tout à fait le film. Ça fait même longtemps que je l'ai vu, fait que je l'ai vu une fois en DVD, puis c'est tout. Faudrait que je réécoute ce film-là, par contre. Mais c'est ça, l'idée, c'est juste comme, tu sais, dans presque tous les films, il faut quand même qu'il y ait quand même un genre de conflit humain, là, puis pour rajouter quelque chose, parce que c'est comme... En fait, l'histoire, ça l'apporte à rien vraiment, puis ça aurait pu être juste réécrit là, avec une ligne, là, tout simplement. Là, en bout de ligne, ils choisissent entre où ce qu'ils doivent aller. Puis c'est ça, il aurait pu aller. En tout cas, il aurait pu avoir d'autres choses, mais quelque part, ben, ça aurait comme fini. Bon, ben, ils s'en vont vers telle autre planète, puis c'est tout. Là, où il manque d'essence après avoir été sur la planète à Miller, quelque chose de même, puis ils sautent vers la fin tout de suite. C'est comme on a ressenti qu'il manquait quelque chose. T'sais. Fait que je le comprends, puis je ne voudrais pas que ça soit enlevé, mais c'est juste comme le détour. Mais c'est ça, Matt Damon, pas besoin d'introduction. C'est Jason Bourne, c'est Will Hunting, comme j'ai parlé tantôt. C'est plein d'affaires, là, tout simplement, là, qu'on vient d'apporter au film. Puis lui, ben c'est ça, tu sais, la motivation dans le fond, tu sais, il sait qu'il y a une mission à faire, puis tu dis c'était une mission à sens unique, et que finalement, ben tu sais, qu'il va avoir dit, bon, ben tu sais, je vais faire ma job, et tu sais, il se motive avec ça, mais tu sais, il sait bien que quelque part, tu sais, s'il pèse sur un piton, ben peut-être qu'il pourrait avoir une chance de survie, puis quelque part, ben...
sais, c'est la vie, on en a juste une, ça a l'air. Fait que si on en a juste une, ben il faut la vivre. Puis, tu sais, je veux dire, à mourir sur un caillou à quelque part, très éloigné de la Terre, ben c'est pas ça son ambition. Fait que il a pesé sur le bouton pour... c'est pas un bouton à l'aide, mais c'est un bouton pour attirer tout le monde sous une mauvaise... c'était dans le fond, là, ils s'attendent à ce que la vie, qu'ils peuvent continuer, là, dans le fond, la vie pour l'espèce humaine. Mais c'est ça, il a tout faussé ses données, dans le fond, pour les attirer sur cette planète-là, pour que finalement, ils puissent partir de là. Fait que... éventuellement, ben c'est ça. On a l'autre robot, le Kip, qui est un hommage à Kip Thorne, là, le producteur exécutif. Puis, dans le fond, on va perdre le personnage là, de Romilly là-dedans. Puis, dans le fond, il va avoir essayé là, d'assassiner là, le personnage là, de Cooper. Mais, c'est ça. Je veux dire, c'est pas un assassin en tant que tel. Là, c'est pas, je veux dire, lui, il essaie de vivre avec ça. Mais c'est un personnage là, qui il vit un peu peut-être là, pas de démence, mais à quelque part, c'est un personnage que il essaie de se convaincre, mais que finalement, à la toute fin, ben, il est tombé faible là, sur ses motivations. Dans le fond, il avait tout été monté, là, quelque part. On a dit Man, c'était lui là, le dirigeant, c'était lui le chef d'équipe, tout ça. Il y a un bout de Michael Caine, là, il est tout en train de montrer là, les 12 astronautes qui sont allés dans l'espace, dans le projet Lazarus. Puis là, il va pointer Man, mais nous autres, on le voit pas en tant que tel. C'est vraiment pour avoir la surprise là, que c'est Matt Damon. Fait que... c'est ça. Fait que, éventuellement, il y a un petit combat là, homme à homme. Puis finalement, Matt Damon prend le dessus. Puis finalement, c'est ça. Il va réussir à finalement prendre une des navettes Ranger. Puis il va remonter là, sur l'Endurance. Mais... lui, il est tellement comme genre, je veux survivre, puis que finalement, le protocole est pas correct pour pouvoir, je sais pas si on dit amarrer ou espacer, je sais pas trop c'est quoi le terme, là, mais on va dire amarrer à l'Endurance, puis que finalement, il va avoir, ça sera pas bien enclenché, puis que finalement, ça va amener à sa perte. Est-ce que c'est amené à sa perte? C'est ça l'affaire aussi, parce que, il est envoyé dans l'espace, dans le néant. Là. Un peu comme Doyle, un peu plus tôt, il est quand même connecté radio, mais on n'entend plus parler. Là. Fait que, je dirais qu'à chaque écoute que j'ai fait du film... je m'attends tout le temps à ce que peut-être qu'il revienne, que finalement il s'est agrippé au vaisseau, puis que, mais ça c'est plus dans un autre genre de film, là, pas vraiment le film qu'on essaie là, d'apporter aujourd'hui, là, on essaie d'y aller plus le côté là, exploration, et non un conflit humain, là, je veux dire, on a eu un conflit, mais c'est tout, là, ça s'éternise pas, là, en bout de ligne il part là, dans l'espace, puis on n'en entend plus jamais parler. Peut-être que finalement, il est puisque là, il est pas trop loin, peut-être que c'est agrippé, puis que finalement, il pourrait revenir dans, je sais pas, Interstellar 2, The Return, je sais pas, mais c'est ça, je sais pas, là, c'est juste qu'il n'y a pas de suite, tout simplement, que je trouve ça quand même curieux, pareil, rendu là. Sinon, peut-être qu'il va juste comme partir sur à la dérive, puis il va se ramasser sur Mars tout seul, on le sait pas. Mais bon, fait que dans le fond, le Seul sur Mars, là, c'est sorti l'année suivante, là, puis je sais que ça n'a aucun rapport, là. Mais ce serait un autre film aussi, ça serait le fun de parler éventuellement, là. C'est ça, fait que dans tout ça, là, c'est cette planète glacée-là, c'est ça, ça fit pas. Mais c'est ça, on voit le visuel, puis là, lui essaie de vendre l'histoire, là, que ça marche, tout ça, puis que là, c'est pour ça qu'il essaie d'attirer là, le personnage de Cooper. Mais est-ce qu'il aurait pu arriver puis dire carrément là, qu'il les a fraudés à quelque part, je pense pas qu'il l'aurait laissé sa planète pour dire là, tu nous as fraudés, tout ça, sauf que ça aurait vraiment pas été correct là,
sais, je veux dire, c'est comme c'est sûr qu'il aurait été comme fâché après, mais il l'aurait sauvé. Tu sais, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'essayer de tuer Cooper. Là. Il l'aurait pas laissé sa planète. Là. Fait que c'est ça. C'est à quelque part Man dans son délire. Là. Je pense qu'il a juste comme pris toutes peut-être ses chances, mais l'autre côté, il n'y avait pas besoin de faire ça. Je crois bien. Là. Fait que c'est ça. Pendant ce temps-là, ben, en tout cas, t'as toute la séquence aussi. Tu sais, il essaie de quand même utiliser là, pour le personnage de Cooper, parce que lui, c'est un pilote. Fait que, tu sais, il y a des fois, ils n'ont pas le choix de l'utiliser comme pilote parce que, tu sais, il est là pour ça, pour piloter. Fait qu'ils n'ont pas le choix de l'utiliser comme pilote à quelque part. Fait que, tu sais, il y avait comme aussi l'atterrissage là, sur la planète de Miller, puis réussir à sortir, puis esquiver la vague. Puis là, ben là, c'est ça aussi, de pouvoir piloter, puis pouvoir se rendre, puis arrêter. Parce que là, l'explosion là, de la dépressurisation, quand le personnage de Man a été éjecté là, de Endurance, ben là, ça l'a fait sauter une partie là, de l'Endurance. Puis là, ben, elle est partie là, comme en tournant, puis tout ça, puis pour l'arrêter. Fait que là, tu sais, c'est pour ça qu'il montre que c'est un super pilote, puis tout ça. Fait que pour arrêter ça. Puis là, tu sais, comme tout cet acte-là, le dernier acte, là, se passe tout le temps, là, comme en guillemets, en même temps que Murph de son bord, elle est en train là, de faire des calculs avec... ben là, Brand, lui, est mort. Puis là, que, tu sais, elle essaie là, de voir qu'est-ce qui se passe sur Terre. Tu sais, que dans le fond, là, tout l'environnement, là, le réchauffement climatique, puis tout ça. Là, dans le fond, là, que la Terre a dépéri de plus en plus. Puis que là, dans le fond, ils vont devoir abandonner leur Terre. Puis que là, tu sais, dans le fond, les enfants là, de Tom... ou de Casey Affleck, là, ils deviennent malades, puis tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, ils ne devraient pas rester là, tu sais, à cause de toutes les tempêtes là, de sable, tout ça. Tu sais, c'est pas bon pour la santé, des affaires de même. Mais, tu sais, il y a quelqu'un qui doit le faire, tout ça. C'est pour ça qu'il tient à son poste, tout ça. Puis, tu sais, qu'il tient à rester là pour le bien de l'humanité, puis tout ça. Tu sais, dans le fond, il y a lui une motivation de son autre côté. Puis, tu sais, c'est comme, je sens que cette partie-là sur Terre, tu sais, c'est le bout que j'aime moins, je pense, du film. C'est comme c'est comme il trouve quelque chose à faire, puis pour le personnage de Murph, qu'elle ait quelque chose à faire, mais en bout de ligne, c'est comme on dirait, c'est tourné en rond, tout simplement, là, pour dire qu'elle est dans l'histoire, mais au lieu de l'avoir assis là, en face là, d'un tableau, puis en train de prendre de faire des calculations, ben qu'en bout de ligne, là, ils la font faire n'importe quoi pour trouver quelque chose dans l'histoire, puis essayer d'inclure d'une manière le personnage là, qui est joué là, par Casey Affleck, là, mais puis sa famille. Là. Fait que, mais je trouve que je perds du temps. Dans un film qui est très long, j'ai parlé du bout avec Matt Damon, mais cette partie-là de l'histoire, je trouve que il donne rien. Parce qu'en bout de ligne, il faut qu'elle se ramasse dans la salle, ben, dans la maison familiale, sur la ferme, puis qu'elle se ramasse là, dans la bibliothèque dedans. Mais c'est comme ils font tous des détours, puis là, ben, elle va. Dans le fond, elle s'est ramassée là, un conjoint pour faire là, tous les expériments, pour faire des calculs, puis tout ça. Puis, en tout cas, dans le fond, ça devient comme son assistant, je sais pas trop, là. C'est pas très clair exactement qu'est-ce qu'il fait, lui, mais, à quelque part, elle a une vie aussi, puis... en tout cas, ils vont mettre le feu au champ puis tout ça, puis là, parce qu'ils ont vu la fille, dans le fond, ils veulent quitter le secteur parce que le Casey Affleck, lui, il veut pas quitter, puis là, ben là, ils vont voir la fille là, de Christopher Nolan, puis ils vont dire, ben là, je veux dire, l'humanité est en train là, de mourir s'il reste de même, fait que là, il y a une solution, puis elle sait que, dans le fond, là, le fantôme qu'elle a vu quand elle était jeune, c'est probablement la solution. Puis, dans le fond, c'est comme tout, elle met tout là-dessus, c'est pas réel, là, quelque part. Là. Pour un film qui cherche à trouver là, toutes des idées scientifiques, là, puis, mais c'est un peu ça le but aussi. Je veux dire, rajouter, c'est bien beau avoir tout le côté. C'est X-Files, mettons. C'est bien beau arriver tout le temps le côté là, de scientifique des choses, mais il faut tout le temps avoir quand même le côté, le cœur un peu, X-Files, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est bien beau avoir tout le côté là, scientifique de la chose, mais il
y a toujours un élément qui fait que ça peut pas être juste ça. Là, tout peut pas être amené à être des chiffres ou à être quelque chose là, de trop scientifique. Il y a tout le temps quelque chose de plus. Là. En tout cas, c'est ce que je pense qu'ils veulent apporter avec le film. Une fois qu'on aura accumulé assez de vitesse en orbite de Gargantua, on utilise Lander 1 et Ranger 2 comme booster afin qu'ils nous extirpent de la gravité du trou noir. Les connexions du Lander ont été détruites. Alors faudra passer en mode manuel. Dès que Lander 1 sera sec, Tars se désamarrera et se Fera happer illico par le trou noir. Pourquoi Tars doit se désamarrer? faut qu'on jette du lest pour échapper à la gravité. 3e loi de Newton. Les humains ont jamais trouvé qu'un seul moyen d'aller quelque part, c'est de sacrifier quelque chose. Fait que c'est ça, il y avait comme un choix de partir à la planète de Man ou de Edmund. Puis finalement, ben c'est ça. Ils vont choisir là, ils se disent, bon, ben il faut essayer de ramener là, toute l'information, quelque part de la renvoyer vers la Terre. Mais peut-être que l'autre, elle marche, peut-être qu'elle marche pas. Fait que, dans le fond, ils vont planifier comme de repasser dans le trou noir. D'après ce que je peux comprendre, là, c'est un petit peu... c'est un peu plus dur à suivre, ce bout-là. Je crois que, dans le fond, ils veulent repasser là, le personnage de Cooper avec Brand. Eux autres veulent repasser au travers du trou noir pour amener l'information, mais dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est que le personnage de Cooper va s'arranger pour que le personnage de Brand, elle va être larguée pour prendre, dans le fond, ils vont aller à l'entour du trou noir pour prendre le champ gravitationnel, pour faire un effet slingshot, puis pour pouvoir l'envoyer, puisqu'il manque d'essence, il y avait juste le choix entre deux, puis en tout cas en utilisant le champ gravitationnel, puis pouvoir l'envoyer sur la planète de Edmonds, puis dans le fond, avoir peut-être là, la réponse, puis l'autre de l'autre côté va repartir pour voir si, mettons, il est capable de retourner. T'sais. Fait que, les deux ont ce qu'ils veulent d'un autre côté. Puis chacun part avec un robot. Puis, bon, puisqu'on n'en reverra pas le personnage de Brand jusqu'à la fin du film, là, on va la revoir à peu près une minute. Là. On lui donne le robot qu'on connaît à peine, là, le robot de Case, puis l'autre, notre personnage de McConaughey, là, de Cooper, lui, il va partir avec Tars. Mais c'est ça. Fait que là, ça fait penser à 2001, là, à la toute fin, là, où ce qui passe là, dans comme dans le vortex, là, tout ça. Là. En tout cas, il faut que je réécoute ce film-là éventuellement. Là. Mais c'est un peu la même affaire, là, où ce qui repasse là, au travers, là, puis il y a comme toute l'humanité. Là, mais c'est pas la même affaire. Là. Mais fait qu'il est rendu comme dans le vide, tout simplement. Là, la navette, il doit éjecter là, de la navette. Il se ramasse là, dans le trou noir. Et je vais appeler ça le vide. Là, je sais pas trop quoi. Là. Après ça, il va comme être téléporté là, dans le... il appelle ça le Tesseract, là, qui est comme je sais pas, quelque chose qui est dans l'espace-temps ou le vide temporel. Je sais pas trop comment appeler ça en français. Là. Puis qui va se ramasser comme dans le centre de l'univers champ gravitationnel, quelque chose de même, qui va se ramasser dans le fond en arrière de la bibliothèque, puis pouvoir communiquer. Là, ça va être lui qu'on va savoir là, que c'était lui le fantôme là, depuis le début du film. Remontant à mon premier visionnement du film, je crois bien que j'avais, je me suis dit il y a quelque chose avec le fantôme. Là, je veux dire, je pensais pas que c'était Casper. Là, je me dis il y a un lien à quelque part. Puis j'étais comme pas surpris là, pour la fin. Mais d'apporter tout ça en tant que tel, je trouve que c'est un peu résolu facilement. En tant que tel, là, c'est comme qu'on envoie du morse. Puis j'ai pas tout à fait saisi l'affaire de réussir avec le champ gravitationnel, de pouvoir comme programmer la montre, puis qu'elle fait toutes sortes là, de morses, des affaires de même. Je comprends que peut-être avec les coups, là, elle doit donner donner un signal, mais qu'elle est comme programmée avec ça, avec ça marche pas tout à fait parce qu'elle l'amène ailleurs, puis que là, tout d'un coup, la montre, elle continue. Ça, là, je le comprends pas tout à fait. Mais peut-être que Christopher Nolan aussi ne le comprenait pas tout à fait. Fait que lui, il a vu ça dans le script. Ok, c'est bon, on est capable de programmer une montre à faire ça. Je suis pas trop sûr de ça. Sinon, il l'a fait dans un autre temps, puis que la montre, elle,
avec le temps temporel, tout ça, qu'elle fait à le faire dans un autre temps. C'est pas très clair, là, mais ça veut dire que Matthew McConaughey a passé des heures et des heures en train là, de reprogrammer là, comme le morse, tout ça, pour qu'elle, il l'a fait plusieurs fois en loop, là, peut-être. Là, c'est pas très clair à quelque part. Là. Il voulait avoir un lien un peu pour dire qu'elle allait revenir à la bibliothèque en tant que telle. C'est vraiment pour ça. Là. Mais c'est ça, avec le morse, avec, dans le fond, il pousse tous les certains livres, puis que ça fait comme un code morse, puis tout ça. Puis là, dans le fond, là, c'est comme reste. Mais là, mettons, c'est comme il voulait rester, mais dans le fond, il a comme pas le choix de partir aussi. Il y a comme un peu, je sens qu'il y a un paradoxe là-dedans, mais ça ne l'est pas tout à fait. Mais s'il n'est pas parti, il ne pouvait pas laisser le message. Il n'y a pas de fait, il devait partir à quelque part. Puis ça va un peu avec l'idée, là. Je parlais de. Non, je n'ai pas encore parlé pour vous, là, mais Star Trek 4, là, où ils font un voyage dans le temps. Que, dans le fond, on peut peut-être changer le passé, puis les affaires de même, là, puis, on fait ça, retour vers le futur, bien sûr, où est-ce qu'on peut changer des choses dans le passé, puis tout ça, mais ça, ce film-là arrive avec l'idée aussi que, que tout est déjà collé dans le béton, coulé dans le béton, plutôt que, c'est juste une autre, peu importe ce qui se passe temporellement, tout a déjà été fait à quelque part, il n'y a pas de multiverse, il n'y a pas de... c'est comme tout là. C'est dur à expliquer un petit peu, là, mais en tout cas, je comprends un peu l'aspect là, qui explique là, dans le film qu'ils ne peuvent pas changer le passé, tout simplement. Fait que ça déroule, tout ça, puis que finalement, il va comme donner... D'après ce que je peux comprendre, il va comme dire que c'est possible de réussir à passer, puis qu'il y a moyen là, de passer au travers, puis qu'il a survécu. Là. Fait que, puis qu'il les a pas abandonnés, là, c'est ça qui est important dans le fond pour le personnage de Murph, qu'elle ne se sente pas abandonnée, puis que, c'est ça, tu sais. Fait que elle, dans tout ça, Murph, pendant toutes ces années, elle a réussi à trouver, là, à décoder, là, dans le fond, là, la manière là, d'apporter toute l'humanité, là, carrément, là, dans un arche de Noé, là, qui vont appeler ça la station Cooper. Pendant que... Mais tu sais, juste en parlant de tout le visuel, là, c'est quand même assez... visuellement, c'est quand même... C'est le genre de scène de même, j'aimerais ça voir sur IMAX. Pas juste ça, toutes les scènes dans l'espace, toutes les scènes là, qui ont filmé en Islande. Toutes, j'aimerais tellement voir ce film-là là, sur écran IMAX. Là. Puis, me semble que ça valerait la peine. Là. En tout cas, honnêtement, en tout cas... c'est plate, je l'ai juste en Blu-ray, là, mais ça serait un genre de film là, qu'il faudrait racheter en 4K puis réussir à... j'ai un genre de petit mini cinéma maison, là, puis que c'est un film qui me motiverait à peut-être là, upgrader mon système. Là. Éventuellement, si j'en ai d'autres, là, je pense que ça pourrait être... En tout cas, je réfléchis pour peut-être un futur, là, mais c'est ça. Je veux dire, tout l'aspect visuel, puis de comprendre, là, c'est mêlant un peu, mais c'est de voir qu'il navigue au travers là, de tout l'espace-temps, de trouver une manière tridimensionnelle de tout se promener. Là. En tout cas, je trouve que Nolan a fait quand même des bons choix artistiques pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Que dans le fond, il se promène au travers, puis c'est juste des temps, puis des affaires de même. Puis tu sais, c'est pas aussi vite que le film nous fait savoir. Là. Je crois qu'il est là pendant quand même pas mal de temps. Là. Sauf que, tu sais, je trouve qu'il devait avoir peut-être un dernier petit embûche. Puis là, c'est comme tout d'un coup, on sait que c'est lui qui est en arrière de la bibliothèque. Puis que c'est comme la solution, elle se trouve de même. Puis je trouve qu'il aurait fallu avoir un autre embûche à quelque part. Peut-être que là, c'est là qu'on devrait avoir eu peut-être Man qui a réussi à passer au travers aussi, puis qui se trouve aussi là, en arrière là, de la bibliothèque, puis que lui il veut sortir, puis que qu'il pousse quelque chose d'autre, un autre message. Là, je sais pas. Il manque un petit quelque chose à cette étape-là, juste pour cette partie-là. Là. C'est trop facile.
Fait que au lieu d'avoir juste la chicane là, de Murph puis son frère, là, tu sais, je veux dire, à quelque part, elle va brûler tout son champ, puis lui, je veux dire, il travaille pas là-dessus tout le long, puis là, ben, tu sais, comme tout d'un coup, elle va le prendre dans ses bras, va dire, ah, ben, notre père nous a pas abandonnés, puis tout ça, puis, tu sais, il a trouvé la solution, puis... Tu sais, lui accepte ça. Ah, ok, c'est beau, il n'y a pas de trouble. Non, je suis pas sûr. Là. C'est quelque part. Ben, il y a le personnage de Topher Grace, on le voit sortir une barre là, pour les pneus, là, pour dans la voiture. Là, puis je crois que c'est légitime que l'autre il pourrait vraiment se fâcher. Je pense pas qu'il aurait tué sa soeur. C'est pas à ce point-là, mais je pense qu'il aurait pas été bien de bonne humeur. Je pense que essayer de le prendre dans ses bras puis lui, non, il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est ça. Elle a tout brûlé au complet. Puis en tout cas, puis c'est pour l'humanité aussi, là, à quelque part, c'est la nourriture, c'est bien beau arriver et dire, hey, on a trouvé notre père nous a pas abandonné, tout ça, mais le vaisseau est pas construit, puis il y a bien des affaires qui sont pas construites, tout ça, fait que, tu sais, il y a du monde qui doit manger, tout ça. Je comprends que le blé, ils disent qu'il va pas survivre, mais c'est sûr qu'il va pas survivre si, mettons, on le brûle à l'avance aussi, là. Tu sais, il y a un peu de tout ça, là. Fait que Cooper, lui, se réveille. Bon, là, à quelque part, on va avec l'idée qu'il va se rappeler de ses enfants avant de mourir, puis c'est la dernière image qu'il va avoir, puis tout ça. Est-ce qu'il est mort? C'est ça qu'on peut arriver puis se poser, puis que finalement, ben, tu sais, qu'il réussit à avoir peut-être dans sa tête, qu'il voit sa fille, puis qu'il a accompli tout est accompli. Est-ce que le dernier 5 minutes est dans la tête à Cooper? Bon, je ne vais pas penser ça, mais c'est une théorie que je pourrais me dire que c'est possible, que tout est imaginé pour la toute fin, puis c'est dans sa tête, tu sais, qui finalement qui est mort entre les deux. Mais en même temps, tu sais, on arrive à porter tellement d'affaires que, tu sais, qu'en même temps, je pense qu'il aurait pensé juste à Murph, là. Tu sais, qu'est-ce qui se passe à Casey, à Fleck, c'est pas très clair, à quelque part. Tu sais, ils ont tellement mis l'emphase juste sur le personnage de Murph que c'est ça qu'on voulait savoir. C'était ça, à quelque part, la réunion qui devait arriver. Mais tu sais, à quelque part, le film est tellement tout le temps, il veut juste comme aller de l'avant, pareil, pour qu'on ait un film de 5 heures, que, à quelque part, ben, elle revoit son père, elle est toute bien contente, puis c'est ça, elle dit, bon, ben, regarde, personne, aucun être humain doit avoir son enfant mourir, fait que, tu sais, ma famille va me voir mourir, puis toi, tu verras pas ta fille mourir. Tu sais, c'est. Je comprends l'idée, là, moi, quelque part, là, je suis vraiment haut la main là-dessus, je suis pour ça, là, quelque part. Peut-être égoïste ou quelque chose de même, mais tu sais, je veux pas voir la mort de mes enfants. Là. C'est normalement, dans le cycle des choses, ça devrait être ça. Là. Mais c'est ça. Tu sais, dans tout ça, là, c'est comme, bon, ok, je t'ai vu, papa, ben là, tu sais, après ça, laisse-moi être avec ma famille, puis va-t'en. C'est un peu ça que ça fait à la toute fin, là. Fait que c'est un peu bizarre, mais c'est ça. C'est comme, on pousse un peu, puis c'est comme, tout le long, on veut la réunion, mais ça dure à peu près 1 minute, là, puis c'est tout, là. Fait que je comprends que on est... Ben, tu sais, c'est pas notre famille, là, en tant que telle, là, mais, tu sais, il y a un petit problème là-dessus, là, que je trouve qu'ils ont peut-être pas assez construit, qu'il y a des affaires qui vont avoir passé beaucoup de temps dans tout le film, puis, tu sais, que là, à la toute fin, ben, tu sais, qu'on dit que c'est ça un peu son objectif, mais à la toute fin, ben, tu sais, ça finit comme genre dans une conversation d'1 minute, là. Fait que je sais pas, ça devait peut-être pas être son lit de mort, ça devait être un peu quelque temps, puis que tu sais qu'il se passe peut-être quelque chose, ça devait peut-être être elle qui revisite la maison à la toute fin. Ça aurait été cliché, mais au moins, tu sais, qu'ils gagnent un peu de temps les deux ensemble. Là, ils ont embauché Ellen Burstyn pour faire ce personnage-là. Tu sais, je veux dire, elle est oscarisée, la dame, tu sais, je veux dire, elle est actrice là, depuis le début des temps. Elle jouait là, dans l'Exorciste. Je vais probablement parler là, d'Exorciste là, la prochaine année, là, dans le fond, avec le nouveau film. Là. Je voulais pas le faire à cause du réalisateur, là, à quelque part, là, à cause du coup qu'il a fait là, pour le dernier Halloween. Même le Halloween Ends, je l'aimais bien, là, mais je trouvais que c'était pas correct pareil. Là, qu'est-ce qu'il a fait, là?
Puis c'est pour ça que je voulais pas endosser le film, que je voulais pas le voir, là, puis je l'ai toujours pas vu, là, mais je pense que l'année prochaine, là, on risque de couvrir là, pas mal tout l'Exorciste, là, la franchise au complet. Là, fait que peut-être s'attendre à ça pour le nouveau film, là, mais c'est ça. Fait que quand on sera rendu là, en septembre, là, quelque chose de même, là, on en parlera. Là. Sinon, ben c'est ça, tu sais, fait que ça finit de même. Puis là, ben elle donne la motivation de, tu sais, bon, ben garde, là, tu peux partir. Puis là, il dit, ça, ben, tu sais, va rejoindre Brand. Ouais, mais tu sais, bon, ben c'est pas pour la laisser tout seul, c'est pas pour une question, une relation, des affaires de même. Mais tu sais, le personnage de John Lithgow, un peu plus tôt, il disait, tu dois te trouver quelqu'un, tout ça, mais. Le personnage de Brand là, est en amour avec quelqu'un aussi. Là, que oui, c'est beau, on sait qu'elle va l'avoir enterré. Peut-être que dans un Interstellar 2, toujours, il n'y en aura pas l'Interstellar 2, là, on s'entend, là, mais c'est juste pour se dire dans notre imaginaire que dans le prochain film, on pourrait peut-être, dans un futur, après le film, on pourrait faire quelque chose avec ça. Là, éventuellement, ils vont peut-être, ils vont se retrouver, puis peut-être quelque chose pourrait se développer avec eux autres. Là. En tout cas, en tant que tel, c'est là où ce qui est rendu. Puis que, pour être capable de laisser sa femme derrière puis aller de l'avant, là, je pense que c'est pour ça un peu qu'il a apporté ça. Puis qu'il voulait pas mélanger la romance aussi. Là, que bon, ben ok, c'est beau, il y a. Nos deux personnages, ultimement, ils doivent s'unir ensemble. Puis, c'est un peu laissé à l'interprétation à la toute fin du film. Au lieu d'avoir fait ça dans le film, je pense que ça aurait été encore une surcharge de trop dans le film. Là. Puis, il n'y a pas vraiment de moment où on sent qu'il pourrait peut-être avoir quelque chose. C'est plus laissé à l'idée que là, à la toute fin, il y a juste elle, à quelque part, qui peut, qui vient de son temps, puis qu'il pourrait la rejoindre, puis que peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose, ou peut-être que, dans le fond, ils vont être juste là pour aider à la colonisation là, de la planète là, de Edmonds. Mais c'est laissé ça à ça. Puis là, c'est ça. Ben, il y a Murphy qu'elle, c'est ça, elle a trouvé tout ça ensemble. Là. Ils ont quand même tout le clin d'œil à Einstein là, avec le Eureka, tout ça. Puis, c'est ça. En fait, eux autres, c'est ça. C'est comme Cooper, lui, il va voler une navette pour Navette Ranger pour aller plus vite que la station Cooper ou je sais pas, tu sais, à quelque part la station sur Cooper, elle s'en va vers la planète Edmonds. Pourquoi qu'il doit prendre un vaisseau aussi? Tu sais, c'est comme un peu pas très clair à quelque part. Tu sais, c'est comme ils veulent donner un peu, tu sais, qui part en solitaire à la toute fin. Mais tu sais, pourtant, le vaisseau s'en va. Peut-être que juste le vaisseau Ranger ou le vaisseau... il y a peut-être un autre nom là, à la fin, là, pour lui donner juste qui part en solitaire, mais qui en tout cas, juste pour dire qu'il n'est pas avec les autres, quelque chose en même. Là, pour laisser ça ouvert, peut-être qu'il va ailleurs ou n'importe quoi. Là, c'est juste pour le détacher là, du restant du groupe. Là. Mais sinon, ben, c'est ça. Va-tu la rejoindre, va pas la rejoindre, tout ça. Là, c'est tout laissé un petit peu ouvert à l'interprétation. Alors, en conclusion, c'est un... Bon, je pense avoir fini en dedans de 2 heures. Là. Je n'ai pas tout à fait tous les timers à côté de moi. Là. Mais c'est un film, là... tu sais, oui, il y a des affaires que... Le gros défaut du film, c'est le fait que c'est un film. Ça aurait pu être un film en 2 parties, mais je voudrais pas un film en 2 parties. Honnêtement, c'est le fun de l'avoir dans une brique en tant que telle. C'est une grosse brique, mais... J'aimerais ça avoir un... Puis je sais que ça n'existera pas parce que Nolan n'est pas reconnu pour faire des films de Director's Cut, des affaires de même. C'est son Director's Cut tout court. Ou d'autres versions du film. C'est un gars qui reste quand même tout le temps... Il veut pas explorer là, tous les côtés alternatifs de tous ses films, tout ça. Mais c'est un film qui mériterait une version 4 heures, pareil, pour mieux comprendre, mieux explorer tout ça. Peut-être que le montage du film était de 5 heures, tout ça, puis c'était juste trop long. Puis il faut s'entendre aussi que si maintenant on aurait eu ça au cinéma, il y aurait peut-être au pire avec un entracte, là, comme dans 2001, là, l'Odyssée de l'espace, là, je veux dire,
si, admettons, il aurait essayé de faire ça en 2014, je sais pas comment de son auditoire il aurait réussi à garder. Là. À quelque part, beaucoup auraient dit c'est trop long. Là. Puis, j'adhère avec cette idée-là, mais pour l'ère Blu-ray ou DVD ou streaming ou n'importe quoi, après ça, quand on l'a à la maison, je pense qu'on aurait pu avoir une version extended cut, puis essayer d'avoir un petit peu moins, un petit peu d'espace pour respirer. Un petit peu, bon, là, c'est sûr que ça nous force à aller beaucoup à l'interprétation, mais une affaire qui est beaucoup perdue là, dans cette condensation-là, c'est la relation qui est le centre du film, qui est la relation de Murph plutôt, et de Cooper. Puis c'est comme on comprend, là, je veux dire, cette relation-là, parce qu'on comprend que c'est un père et sa fille. Mais puis ils n'ont pas le choix de mettre juste l'emphase quasiment là-dessus. C'est toujours le 40 premières minutes. C'est toujours ça qui est mis de l'avant. C'est pas la relation avec son gars ou sinon son beau-père. Puis ils n'ont pas le choix à quelque part, mais ça ressemble tout le temps expéditif. Il me semble qu'il manque de temps pour tout pour mettre ça. Puis comme à la toute fin, pour avoir un payoff d'une minute, ça vaut. C'est comme c'est pas assez. Puis bon, on peut arriver et dire n'avoir pas assez, c'est mieux que de n'avoir trop. Oui, mais on sent qu'on est toujours en train de courir parce que on va avoir un film qui semble pas être rallongé. Mais bon, je veux dire, les films de Nolan, là, c'est rare qu'ils durent. Ce sont souvent 2h30 et plus. Quoique j'ai pas vu tous ces films là, en tant que tel. Là, j'en ai vu beaucoup, là, mais pas toutes. Il y en a une couple qu'il faut que éventuellement je m'assise et que j'écoute. Puis probablement là, pour le podcast éventuellement. Là. Mais c'est ça. Je pense que le gros défaut, c'est ça. En tant que tel, là, de juste peut-être avoir pris un peu. Chose que j'aime beaucoup là, dans ces films de Batman, c'est qu'ils sont très efficace, puis tout c'est quand il se passe quelque chose, ça a du. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, mais tout rentre ensemble, tout rentre bien, là, comme des morceaux de Lego, puis des affaires de même, c'est tout parfait pour faire la construction du film. Mais dans le film d'aujourd'hui, en tant que tel, ce qui le fait peut-être moins bien réussi qu'un film comme The Dark Knight, que je vais considérer qui est probablement encore peut-être l'œuvre le plus, en guillemets, parfait là, de Christopher Nolan. Mais je suis pas en train de dire que je suis pas en train de rabaisser d'un autre côté le film d'aujourd'hui. Là, je vais juste dire que peut-être que j'aime mieux je trouve que le Dark Knight est peut-être mieux en fait là, pas de ton, mais de structure, de scénario qui est mieux ou d'édition finale est mieux fait parce qu'il est plus efficace en tant que tel de la manière qui est structurée. Dans le film d'aujourd'hui, c'est ça, c'est que juste qu'il essaie de comme trop éliminer le superflu puis pour pouvoir avancer, puis je le comprends pourquoi, mais peut-être au pire juste avoir rajouté quelques minutes, l'avoir fait vraiment 3 heures comme Oppenheimer. C'est peut-être que ça aurait été la solution. Juste donner un petit peu plus de temps de respire. Mais c'est ça le danger quand tu as quasiment 3 heures de film que tu arrives et que tu te dis, il faut que ça avance. Peut-être avoir coupé Matt Damon, peut-être que c'est ça qu'il aurait dû faire, ou je le sais pas exactement. Peut-être une réécriture de le dernier acte, peut-être aussi. À partir là, de Matt Damon, de peut-être avoir restructuré ça un petit peu. C'est peut-être que ça aurait pu aider un peu, puis essayer de rajouter un peu dans la dernière partie. Je dis pas qu'il devait avoir vraiment Matt Damon et Cooper qui se battent en arrière là, de la bibliothèque. Là. Ça, je sais pas, ça aurait été cliché, peut-être pas nécessaire. Je pense que ça n'aurait pas fité avec le film tout court, mais peut-être. Puis qu'à quelque part, là, Matt Damon, et finalement, il se fasse aspirer par le trou noir, ou je sais pas quoi, là. Puis, mais il y avait, je pense, une manière qui aurait dû réécrire un peu le dernier acte, puis, mieux éditer la première moitié, puis au pire, rajouter quelques minutes, là.
5-10 minutes. Le faire finir à 3 heures, au pire. Là. Mais c'est ça. On a qu'est-ce qu'on a. Puis, honnêtement, c'est un très, très bon film. Puis, c'est le seul affaire qui fait que c'est pas un film excellent, c'est ça. C'est qu'on essaie de trop compresser. Puis qui fait qu'on en perd un peu. Puis si maintenant il y aurait juste un peu plus, je pense que le film serait phénoménal encore plus qu'il l'est. Là. Fait que c'est un verre, là, c'est vraiment un film là, que j'ai pas assez revisité. Comme ça arrive souvent au podcast que je dis ça, mais c'est ça. Fait que si c'est moi qui ai fait un don pour le podcast pour l'avoir fait, ben tu sais, je m'endosse là-dessus. Je m'en remercie moi-même. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va parler de Goodfellas, un film que j'ai vu peut-être 2 fois dans ma vie. Je suis pas un grand amateur de films là, de gangsters qu'on appelle. Là. Comme Godfather, je l'ai écouté peut-être 3-4 fois. Là. Pis c'est tout, mais c'est des films que c'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Quand je retourne, j'embarque, j'adore, mais quand la trilogie a fini, ben c'est beau, c'est assez, j'ai ma dose. La dernière fois que j'ai écouté, là, par contre, The Godfather, là, ça doit faire peut-être 7-8 ans de ça. Ben tu sais, j'avais quand même parti un peu. J'ai écouté Goodfellas que j'avais. Je m'en rappelle pas si c'est la première ou la deuxième fois. Là. Je pense que je l'avais vu en morceaux, Goodfellas. Je l'avais jamais vu d'un bout à l'autre. Fait que j'avais écouté ce film-là. J'ai écouté Casino avec Robert De Niro, Sharon Stone, puis Joe Pesci. J'ai considéré aussi faire ce film-là. Mais en tout cas, j'ai fini sur Goodfellas. Peut-être éventuellement, on fera... c'est sûr que je vais arriver puis faire de Godfather éventuellement, là, cette trilogie-là. Mais c'est ça. La semaine prochaine, on va parler là, encore là, de Martin Scorsese que j'ai parlé là, avec Shutter Island il y a quelques semaines. Ben, on revient avec Goodfellas la semaine prochaine que j'ai hâte de revisiter. Je sais que je l'avais vraiment beaucoup aimé, puis peut-être plus que Godfather. En tout cas, on va, c'est ce qu'on va parler là, au prochain épisode. Puis il y a une suite, en tout cas je vous dis ça de même là, tout de suite en vous préparant qu'il y a une genre de fausse suite là, à quelque part, là, un autre film, là, je pense que c'est avec Martin Short puis Steve... voyons, je me rappelle plus là... en tout cas, juste vérifier là, à quelque part, là, je vais probablement en parler là, sur les réseaux sociaux cette semaine, qui est comme une fausse suite à quelque part là, que je vais essayer là, de me pogner là, pour pouvoir en parler rapidement. Là. Je veux dire, on va se concentrer sur Goodfellas, mais puis le livre aussi, il y a une version livre aussi que je vais essayer d'écouter en audio. Là. Je l'ai, là, le livre Wise Guy, je pense que ça s'appelle. Fait qu'on va parler là, de ça là, la semaine prochaine. Puis tu sais, c'est dans le fond, c'est la biographie là, de quelqu'un là, en tout cas. Fait que on va parler de ça. Puis son histoire continue là, comme dans un autre film, mais qui n'a aucune relation avec Goodfellas. Fait qu'on va parler de ça la semaine prochaine. Puis, ben c'est ça. Suivez sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, maintenant X, pour savoir, là, dans le fond, là, si mettons, là, juste pour savoir comment, là, quel film écouter là, pour la semaine prochaine. Là, je vais essayer de mettre ça là, assez tôt là, dans la semaine là, pour tout vous préparer là, l'épisode de la semaine prochaine. Sinon, ben c'est ça. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, dire est-ce que Interstellar est encore plus excellent que qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui. Je veux dire, le pacing est-tu correct? C'est-tu moi qui est dans le champ? Ça se peut aussi. Là. Je suis pas parfait partout. Beaucoup d'aspects, oui, mais pas partout. Mais sinon, ben, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. Commentez sur qu'est-ce que vous pensez du film. C'est quoi vraiment s'il y a vraiment un autre défaut que j'ai pas parlé, que j'ai peut-être... en tout cas, n'importe quoi, n'hésitez pas à en parler là, sur les réseaux sociaux, vos impressions, tout ça. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, je serai votre fantôme. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Remember Sally when I promised to kill you last? I lied.
Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.